En tant que jeune marié, ma belle-mère a frappé à ma porte à 4 heures du matin pour que je prépare le petit déjeuner. J'ai esquissé un sourire ironique, dit à mon mari cuis-le toi-même. Puis j'ai pris mes valises et suis parti. Toute la belle famille est restée sans voix. À 4 heures du matin, en jeune marié, ma belle-mère a martelé ma porte de chambre, exigeant que je me lève pour préparer le petit déjeuner. Avec un sourire ironique, je me suis tourné vers mon mari et j'ai dit « Vas-y, va cuisiner ». Immédiatement après, j'ai pris ma valise et suis parti, laissant toute sa famille livide. Ce jour-là, le ciel de Chicago à la fin de l'année ne neigeait pas, mais l'air était sec, mordant et amer. Le vent glacial semblait déterminé à vous rappeler que Noël était juste au coin de la rue. La rue de banlieue où vivait ma famille était drapée de guirlandes lumineuses jaunes. Le son des voitures qui passaient semblait plus joyeux que d'habitude, une joie spécifique au jour où vous croyez que votre vie est sur le point de tourner une nouvelle page. Je m'appelle Audrey. J'ai 24 ans et je travaille comme administratrice de contrat pour une société de fourniture industrielle. Ma profession est un peu sèche. Je suis habitué à lire les petits caractères, à examiner les clauses et à tout voir de manière séquentielle. La seule différence est que tout contrat légal est assorti de termes clairs, mais les cœurs des gens n'ont rarement d'annexes. Caleb, mon mari, a 25 ans et est technicien CVC. Caleb a un sourire gentil et un comportement calme que tout le monde apprécie. Un gars bien, responsable et respectueux. J'ai rencontré Caleb lorsque mon entreprise a dû faire appel à une réparation d'urgence de notre système de climatisation de bureau. À ce moment-là, je courais dans tous les sens avec une pile de dossiers, le visage aussi tendu qu'une corde de violon. Me voyant pressé, Caleb a naturellement dit « Mademoiselle, reculez un peu, sinon vous pourriez glisser et vous blesser. » Juste ça. Et je me suis souvenu de lui. Caleb n'est pas le genre d'homme aux paroles éloquentes. Il est plutôt axé sur les petits gestes. Il m'achetait un moka glacé quand je travaillais tard. Il m'a aidé à déneiger ma Honda Civic pour que je ne reste pas coincé et me rappelait toujours de conduire prudemment. Ces petites choses que les gens pensent insignifiantes pour une fille vivant seule comme moi, elles sont comme une encre. Mes parents sont différents. Mon père Arthur est un homme de peu de mots mais a une intuition incroyable. Ma mère Diane est plus douce mais extrêmement méthodique. La première fois que Caleb est venu chez nous, ma mère lui a demandé délicatement. « Et après le mariage, où comptez-vous de vivre ?» Caleb a répondu sans ambages. « Nous aurons notre propre endroit. Je ne veux pas qu'Audrey ait à sacrifier quoi que ce soit. » Ma mère m'a regardé comme si elle me demandait « As-tu bien entendu cela ?» Le jour de notre mariage, ma famille a organisé une réception grandiose pour nos proches. Le buffet était rempli de classiques de la cuisine de fête américaine, prime rib, gâteau de crabe, bar à purée de pommes de terre et légumes divers rôtis. Les aînés partageaient de vieilles histoires. Les enfants couraient, et les rires et les conversations remplissaient la salle comme un marché de Noël festif. Je portais ma robe de mariée, mes cheveux relevés en un chignon élégant et brillant. J'ai écouté la marche nuptiale avec un mélange de joie et de nervosité dans le cœur. Caleb était juste à côté de moi. Sa main tremblait un peu, mais il essayait de sourire. Je l'ai regardé et je me suis dit, eh bien, si un mari et une femme se soutiennent, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Il n'y a rien à craindre. Mais le moment qui m'a le plus rassuré, c'est l'apparition de ma belle-mère. Brenda, la mère de Caleb, est entrée dans la salle de réception dans une élégante robe prune foncée et un modeste collier de perles. Elle souriait brillamment. Ses paroles étaient aussi douces que du miel. « Oh, Audrey, tu as l'air incroyablement heureuse. Dorénavant, dans ma maison, je t'aimerai comme ma propre fille. » Sur ces mots, elle a pris la main de ma mère et l'a serrée fermement comme si elle se connaissait depuis toujours. Quiconque regardait aurait approuvé d'un signe de tête. Quelle chance, une belle-mère compréhensive. J'ai hoché la tête aussi, car qui ne veut pas croire au bien, surtout le jour de son mariage. Lors du dîner de répétition la nuit précédente, au moment de l'échange de cadeaux, j'ai senti mes mains devenir froides. La famille du marié m'a remis les cadeaux de mariage convenus, y compris un ensemble de bijoux très précieux, héritage familial, en or massif et diamants. L'or brillait sous les lumières, pesant à mes poignets, comme un témoignage devant les deux familles. Mes tantes ont plaisanté, tu es tellement chanceuse. Un beau-fils formidable et une belle-mère qui t'adore. J'ai souri, mais mon cœur battait la chamade. Je n'osais pas me considérer chanceuse.
Je voulais juste la paix. Marcus, mon frère aîné, me regardait de loin. Il ne disait pas grand-chose, juste un clin d'œil. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je sais qu'il m'aime à sa manière, la manière des frères protecteurs. Il ne console pas par des mots. Il offre simplement son dos pour que tu t'appuies dessus. Chloé, ma meilleure amie, m'a attrapé pour un selfie et m'a chuchoté à l'oreille. Garde ton sang-froid, conseillère. Dans cette vie, même ce qui est écrit en noir sur papier peut être contesté. Imaginez tout le reste. Je l'ai poussée pour qu'elle laisse tomber, mais ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Quand la fête s'est terminée, les deux familles se sont assises pour discuter de la logistique. Mes parents ont soulevé la question de la licence de mariage car le mariage tombait juste le week-end de Noël. Le bureau du greffier du comté était fermé. Les deux familles avaient convenu que nous déposerions les documents légaux au palais de justice quelques jours plus tard. Je n'y voyais rien de bizarre. Je pensais naïvement que nous étions déjà mariés avec les photos, la cérémonie et le témoignage de la famille. Les formalités administratives n'étaient qu'une formalité rétroactive. À ce moment-là, Caleb a dit fermement devant tout le monde. Je promets qu'à la fin des fêtes, nous emménagerons dans notre propre appartement. Nous nous débrouillerons seuls. Je ne laisserai pas Audrey subir la vie typique de belle-fille vivant sous le toit de quelqu'un d'autre. Brenda, sa mère, a souri et hoché la tête avec enthousiasme. Oui, si les enfants ont décidé cela, c'est bien. Tant qu'ils savent travailler dur et avancer. En entendant cela, ma mère sembla laisser tomber un poids lourd de ses épaules. Mon père a juste dit une courte phrase que je n'oublierai jamais. Vivre seul ou en famille n'est pas aussi important que d'avoir des limites. S'il y a des limites, la cohabitation dure. À cet instant, j'ai sincèrement cru que tout était aussi clair qu'une signature au bas d'un contrat. Au crépuscule, j'ai accompagné Caleb chez ses parents en banlieue. La rue était large, bordée de grandes maisons de briques à 2 étages. En franchissant le seuil, mon cœur a fait un bond. Brenda marchait devant, se retournant pour dire « Nous sommes rentrés, mon cœur. Dorénavant, appelez-nous maman et papa. » Ça fait plus proche. J'ai hoché la tête, me disant « Eh bien, si je dois être une belle fille, qu'il en soit ainsi. Tant qu'il m'aime. » La chambre nuptiale était préparée avec des draps frais qui sentaient l'adoucissant Downy. Mon poignet me faisait encore un peu mal à cause des bijoux lourds que j'avais portés toute la journée. Caleb m'a regardé avec son sourire doux. « Tu es fatigué. Dors tard demain ?» J'ai ri. Tard. Dormir mes 8 heures habituelles me suffiront. Caleb s'est gratté la tête. Mes parents sont très cool ici. Ne t'inquiète pas. On dit qu'entendre est facile, mais voir et croire. J'avais cru avec mes oreilles sans avoir eu le temps de croire avec mes yeux. La nuit de noces, je n'avais pas de grands rêves. Je pensais juste à la vie qui m'attendait. Travailler, économiser, louer un petit appartement, cuisiner ensemble, régler les choses par nous-mêmes. Je pensais aussi que lorsque les fêtes seraient terminées, nous irions au palais de justice, et je déposerais les papiers proprement comme une étape formelle. Je me suis couché sur le côté, écoutant le tic-tac de l'horloge et la respiration régulière de Caleb, ressentant un calme temporaire. Avant d'éteindre la lumière, j'ai envoyé un SMS à ma mère. Bien arrivé. Dors bien, elle a répondu instantanément. D'accord, si quoi que ce soit arrive, dis-le-moi tout de suite. Ne le garde pas pour toi. J'ai regardé l'écran et j'ai soudainement senti une boule dans la gorge. Je ne savais pas si c'était par émotion ou par pressentiment. Je sais juste qu'à ce moment-là, j'ai tiré la couette et je me suis répété une phrase très ancienne mais très vraie. Aime qui tu veux, mais ne leur laisse jamais penser que tu es facile. Dehors, le vent hurlait à travers les chênes dénudés, faisant grincer les branches les unes contre les autres. J'ai fermé les yeux, souhaitant un sommeil profond après une si longue journée, espérant que le matin serait aussi placide que les promesses de l'après-midi. J'avais à peine réussi à m'endormir quand je me suis réveillé, startled par les aboiements lointains d'un chien. L'horloge murale brillait faiblement. Il était passé minuit. Je me suis retourné et j'ai vu Caleb toujours endormi, la bouche légèrement ouverte, le visage aussi paisible qu'au moment où je l'avais rencontré. J'ai soupiré, essayant de me calmer. Le jour du mariage est épuisant pour tout le monde. Demain serait un autre jour. Le lendemain matin,
je me suis levé à 7 heures. Pour moi, 7 heures était déjà un énorme effort car le mariage avait été un marathon du lever au coucher du soleil, et mes jambes avaient toujours l'impression d'avoir gravi 10 étages. Je suis sorti de la chambre à la recherche d'un verre d'eau et j'ai vu Brenda déjà assise à l'îlot de la cuisine, ses cheveux parfaitement coiffés, l'air étrangement éveillé. Elle m'a regardé de haut en bas, souriant. « Tu es enfin levé. On se lève tôt par ici. C'est la coutume de cette maison. » J'ai hoché la tête, essayant de garder un ton joyeux. À ce moment-là, Caleb est sorti en bâillant. Brenda s'est tournée vers son fils, et sa voix s'est complètement adoucie. « Caleb, mon chéri, lave-toi le visage et viens manger. J'ai réchauffé ton repas. » Je suis resté là entre ces deux phrases, me sentant comme une invitée, et une employée à la fois, incertaine à quel groupe j'appartenais. Le petit déjeuner n'avait rien de spécial, juste du pain grillé, des œufs au plat et du bacon. Mais j'ai remarqué comment Brenda attribuait les tâches avec ses yeux. Elle ne disait pas « Audrey, aide-moi ». Elle regardait simplement la poêle, puis l'évier, et enfin moi. Ce regard n'avait pas besoin de mots. Quelqu'un manquant de confiance en soi aurait sauté pour faire les corvées pour faire bonne figure. Je ne déteste pas travailler. Ce qui me dérange, c'est le sentiment d'être tenu pour acquise. Caleb a fini de manger et s'est levé pour retourner dans la chambre. Brenda a appelé sur son dos. « As-tu expliqué à ta femme que tant qu'elle est ici, elle doit s'adapter à notre emploi du temps ? Vivre ensemble signifie suivre des règles communes. » Caleb a hoché la tête et s'est tourné vers moi avec un sourire d'excuse. « Ne fais pas attention à ma mère. Elle a l'habitude de faire les choses à sa manière. » J'ai hoché la tête, mais dans ma tête, une phrase que j'utilise souvent au travail a résonné. La coutume n'est pas une justification légale pour envahir les limites d'une autre personne, mais je ne l'ai pas dite. J'ai pensé que c'était mon premier jour et que trop parler ferait de moi une belle fille insolente. Vers midi, certains des parents de mon mari sont venus en visite. Un voisin a également jeté un coup d'œil par la porte, souriant. « La nouvelle mariée ? Oh, elle a l'air si gentille. » J'ai souri et fait signe de la main, me sentant un peu mal à l'aise, comme si la maison de mes beaux-parents était une scène, et que j'étais l'attraction principale. Je n'aime pas être examiné comme ça. Tout le monde s'est assis pour prendre un café et parler du mariage. Quelqu'un a demandé, « Et, avez-vous déposé la licence de mariage ?» Caleb a souri. « Pas encore, tante. C'est un week-end férié. Nous irons au palais de justice dans quelques jours. » Brenda a ajouté rapidement. « Oh, ce ne sont que des morceaux de papier. L'important, c'est qu'ils soient déjà mariés. Ils sont chez nous, et tout le monde sait qu'ils sont mari et femme. » La phrase semblait inoffensive, mais elle m'a troublé car elle impliquait qu'une fois le rituel accompli, des droits étaient acquis, et je ne comprenais toujours pas à qui appartenaient ces droits. L'après-midi, Brenda m'a fait visiter la maison dans ce qui ressemblait à une leçon de camp d'entraînement pour belles filles. Une grande maison de banlieue, un salon spacieux, une cuisine impeccable, tout à sa place. Elle a souligné chaque détail. Les assiettes vont ici, les torchons là. Le recyclage est strictement séparé. Les parquets sont lavés tous les matins. Je suis très pointilleuse. Ne le prenez pas mal. J'ai souri. Je comprends. Puis elle a demandé avec désinvolture. Alors, vous êtes administratrice de contrat. Être assise devant un ordinateur toute la journée doit être beaucoup plus confortable que le travail physique. J'ai entendu le mot confortable et je me suis senti mal à l'aise. Mon travail n'implique pas de soulever des charges lourdes. Mais la pression est d'un autre genre. Il y a des jours où je passe des heures à fixer un écran parce qu'une erreur dans une clause de responsabilité pourrait coûter des millions à la société. Je voulais l'expliquer, mais je suis restée silencieuse car je sais que parfois les gens ne demandent pas pour vous comprendre. Ils demandent pour vous enfermer. Au crépuscule, Caleb m'a emmené sur la terrasse arrière pour prendre l'air. Le vent de Chicago n'était pas encore glacial, juste vif. J'ai regardé vers le cul-de-sac, écoutant le bourdonnement du trafic routier lointain, et je me suis senti un peu plus calme. Je lui ai demandé doucement. « Tu te souviens de ta promesse de nous trouver notre propre logement, n'est-ce pas ?» Caleb m'a caressé la main, sa voix ferme. « Bien sûr, je m'en souviens. Ne t'inquiète pas. Après les fêtes, je m'en occupe. » J'ai regardé dans ses yeux, cherchant une sécurité.
Caleb était toujours gentil, tendre, mais parfois sa tendresse était comme de l'eau. Rafraîchissante, mais risquant de glisser entre vos doigts à tout moment. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. « Comment ça va par là, ma chérie ?» demanda-t-elle. J'ai souri. « Bien, normal. Ma belle-mère est un peu maniaque. » Ma mère est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit lentement, « Eh bien, si elle est juste maniaque, tu peux le supporter. Le pire, c'est quand les gens sont des contrôleurs dans des choses où ils ne devraient pas l'être. » J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. « Oui, maman, dis-je doucement et j'ai raccroché. » J'ai regardé les bijoux héritage en or rangés dans une pochette en velours à l'intérieur de ma valise. Je ne les avais pas remis car ils étaient lourds et inconfortables. J'ai pensé que les objets de valeur sont mieux gardés en lieu sûr, mais les garder en lieu sûr est très différent de les confier à quelqu'un d'autre pour les garder. Je me suis dit de ne pas trop y penser, puis je me suis réprimandé. Si tu ne prends pas soin de toi quand quelque chose arrive, qui le fera? Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai déverrouillé mon téléphone et parcouru les photos de mariage. Pas par méfiance, mais parce que ma profession m'a appris une règle très directe. Pour garder ce qui vous appartient, vous devez avoir une trace écrite. Je me suis tourné et j'ai vu Caleb allongé, regardant son téléphone, riant de quelque chose à l'écran. Je lui ai demandé, « Faisons-nous quelque chose demain ?» Caleb a répondu, « Demain, c'est dimanche. Reste à la maison et dors un peu plus longtemps. » D'accord, dis-je. J'ai tiré la couette, essayant de m'endormir. Mais j'avais une étrange sensation, comme si je me tenais devant une porte fermée. Et derrière cette porte, quelque chose m'attendait. Ce n'était pas des cris ni une dispute, mais un ensemble invisible de règles sur le point de me serrer le cou à tout moment. Et je n'avais aucune idée que ce règlement allait frapper à ma porte à une heure que personne ne considérerait comme normale. Les coups à la porte n'étaient pas polis. C'était un martèlement fort, rythmé, urgent, comme si le non-ouverture de la porte entraînerait le arrachement des gonds. Je me suis assise, le cœur battant la chamade. Dehors, il faisait encore noir comme dans un four. La seule lumière dans la pièce était la faible lueur filtrant sous la porte depuis le couloir. J'ai tendu la main et attrapé mon téléphone. 4h07. Une seule pensée me traversait l'esprit. Il y a un incendie. Juste après, la voix de Brenda a percé le bois. Haute et claire comme du cristal. Lève-toi. Lève-toi et va dans la cuisine. Gary part à 6h pour son voyage de pêche sur glace dans le nord et a besoin d'un petit déjeuner chaud avant de prendre la route. La nouvelle femme ne doit pas dormir à cette heure. Je suis resté figé une seconde, non pas par peur, mais par choc. Hier, au mariage, il y avait tout sourire et promesse de m'aimer comme une fille. À peine une nuit plus tard, j'étais enrôlé comme lors d'un appel à un dortoir militaire. Je me suis tourné vers Caleb. Il dormait sur le côté. Je l'ai secoué doucement. « Caleb, réveille-toi. C'est ta mère. » Il a marmonné quelque chose, a tiré les couvertures plus haut et a dit d'une voix ensommeillée, « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Le martèlement a résonné à nouveau, plus fort. Et la phrase suivante de Brenda m'a glacé le sang. « Oh, et les bijoux de mariage d'hier, donnez-moi pour que je les mette dans le coffre-fort de la maison. Vous n'êtes que des enfants, et vous êtes tellement étourdis, vous les perdrez. Dans cette maison, je garde les objets de valeur en sécurité. » J'ai serré mon téléphone, sentant un bloc de béton me tomber sur la poitrine. Je ne suis pas quelqu'un qui s'imagine des choses, mais je ne suis pas naïve non plus. Exiger les bijoux de mariage avec l'excuse de les garder en sécurité à 4h du matin, le premier jour. Ce n'était plus une question de sécurité. C'était une question de pouvoir. Je suis sorti du lit et j'ai marché jusqu'à la porte, mais je ne l'ai pas ouverte en grand. Je l'ai entr'ouverte de quelques centimètres, non pas parce que je voulais être difficile, mais parce que je ne voulais pas que tout le couloir me voie en pyjama, les cheveux en désordre, réveillé à coups de cris comme si j'étais la bonne à tout faire. Brenda se tenait là, les yeux perçants, les mains sur les hanches. Son regard n'était pas celui que l'on donne à une belle fille. C'était le regard que l'on donne à quelqu'un que l'on est sur le point de briser. J'ai dégluti difficilement, essayant de garder mon sang-froid. « Maman, je suis épuisé. Il n'est que 4h du matin. Pourrais-je dormir un peu plus longtemps ?» Elle a esquissé un demi-sourire. « Dans la maison de ta mère, tu avais l'habitude de la vie facile.
Ici, tu suis les règles. Et les règles de cette maison sont exactement celles-ci. Puis elle a pointé un doigt vers moi. Descends dans la cuisine et sors les bijoux pour que je les enferme. Je te le dis maintenant pour que tu saches, et que je n'ai pas à me répéter. J'ai entendu le mot règle et j'ai ressenti un frisson. On dit que quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Mais quelle coutume oblige quelqu'un à remettre ses biens comme s'il donnait les clés de sa maison? J'ai gardé ma voix calme, mais cette fois, je n'ai pas reculé. Maman, j'aiderai dans la cuisine, mais les bijoux de mariage. S'il te plaît, laisse-moi les garder. Je suis adulte et je sais prendre soin de mes affaires. L'air s'est glacé. J'ai vu les pupilles de Brenda se contracter, comme si mon « laisse-moi les garder » avait été une gifle physique. Que as-tu dit? Elle a baissé la voix, mais son ton était encore plus intimidant. Les bijoux de mariage qui entrent dans cette maison appartiennent à cette maison. Qu'y a-t-il de mal à ce que je les garde dans le coffre-fort? Ma gorge s'est asséchée. Cette phrase n'était pas anodine. C'était une déclaration d'intention. Je me suis retourné et suis retourné dans la chambre, refusant de continuer à discuter dans le couloir. Il y a des conversations que si vous les avez dans le doorway, c'est comme vous mettre sur une table d'opération pour être disséqué. Je suis allé au lit et j'ai secoué Caleb beaucoup plus fort. Caleb, réveille-toi tout de suite. Ta mère exige que je lui donne les bijoux de mariage pour qu'elle les enferme dans son coffre-fort. Caleb a ouvert les yeux et m'a regardé quelques secondes comme s'il ne comprenait pas. Je ne lui ai pas laissé le temps de rester groggy. J'ai parlé lentement et clairement. Je suis absolument sérieuse. Ta mère veut les bijoux tout de suite. Caleb a sauté du lit, les cheveux en bataille, l'air complètement désemparé. Je l'ai tiré et l'ai conduit à la porte. Je l'ai ouverte un peu plus large pour qu'il puisse voir de ses propres yeux que sa mère était juste là, pour qu'il sache que je n'inventais rien. Caleb a regardé sa mère, la voix pâteuse de sommeil. Maman, pourquoi nous réveilles-tu à cette heure? Brenda s'est tournée brusquement vers son fils, son ton mélangeant réprimande et leçons. Ce sont les heures auxquelles on se lève pour travailler. Tu amènes une femme dans cette maison pour qu'elle dorme comme si c'était un Marriott. D'ailleurs, garder les bijoux dans le coffre-fort est normal. Une mariée toute neuve ne sait pas comment gérer les objets de valeur. Caleb, l'air nerveux, a jeté un regard vers moi, puis vers sa mère, et exactement comme je le craignais. Il a choisi la voie de la moindre résistance. Eh bien, laisse juste maman les garder pour être plus en sécurité. Ce n'est pas grave, Audrey. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de faire sauter un disjoncteur en moi, éteignant toutes les lumières. Pas à cause de la phrase elle-même, mais à cause du « ce n'est pas grave » qu'il a lancé. Comme si c'était évident. Comme si ma résistance était un bug. J'ai regardé Caleb. Ma voix était toujours calme, mais elle était glaciale maintenant. Tu dis que ce n'est pas grave. Alors dis-moi, à qui appartiennent ces bijoux? À nous ou à ta mère? Caleb a ouvert la bouche pour parler, mais l'a refermée. Il a regardé sa mère comme s'il demandait des instructions. Brenda a immédiatement sauté pour bloquer son fils avec un regard, puis s'est tournée vers moi. Que tu aies ton propre logement ou non? On verra ça après les fêtes. Vous êtes jeune marié et vous faites déjà toutes ces demandes. Vous essayez juste de déchirer cette famille. J'ai entendu les mots déchirer et j'ai presque ri. Je n'avais même pas eu le temps de construire une seule journée ici. Que allais-je déchirer? Je me suis redressé, et pris une profonde inspiration, et j'ai délivré ma dernière phrase pour cette conversation. Non, je ne veux rien déchirer, et je ne veux pas faire de scène. Avec votre permission, je retourne dormir. Je garde les bijoux. Et pour ce qui est de trouver notre propre logement, Caleb et moi en discuterons au lever du soleil. Je me suis retourné, suis rentré dans la chambre, et j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas verrouillée, mais je l'ai fermée avec une finalité absolue. Derrière moi, j'entendais les plaintes de Brenda, les grognements de Gary, et le soupir lourd de Caleb. Je me suis assise sur le bord du lit, mes mains tremblant légèrement. Je ne tremblais pas de peur, mais de rage. La rage de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a été entraîné dans un jeu dont il n'a pas écrit les règles. Caleb s'est tenu là, me regardant avec une expression qui prouvait qu'il était enfin complètement réveillé. Il a ouvert la bouche. Tu pousses le bouchon trop loin, Audrey. Je n'ai pas pleuré.
Je l'ai juste regardé et j'ai dit lentement, je ne pousse pas le bouchon trop loin. Je clarifie les choses. Que cela franchisse une ligne ou non dépend entièrement de la force avec laquelle les autres décident de pousser. En disant cela, je me suis couché, mais je n'arrivais pas à dormir. Dehors, il faisait encore noir comme dans un four. À l'intérieur, un silence absolu régnait. Et dans ce silence, ce que j'entendais le plus clairement, ce n'était pas l'écho des coups à la porte, mais le son d'une limite qui venait d'être érigée en moi, tranchante et dentelée comme le bord d'un verre brisé. Dès que la porte de la chambre s'est fermée, je me suis appuyé contre elle une seconde juste pour m'assurer que j'étais toujours debout. Mes mains étaient glaciales. Je ne savais pas si c'était le froid de la nuit de Chicago ou la sensation d'être acculé, traité comme un objet qu'il venait d'acheter au magasin et qui devait maintenant être inventorié. Caleb se tenait à 2 pas de moi, n'osant pas s'asseoir sur le lit. Il me regardait avec des yeux anxieux, le regard classique de quelqu'un qui sait qu'il a tort mais qui manque de courage pour se tenir du côté du droit. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Audrey ?» commença-t-il en gardant sa voix basse. « C'est le premier jour. Ne te comporte pas comme ça. Ma mère est juste inquiète. » J'ai entendu le mot inquiète et j'ai laissé échapper un rire sec. Aucun son, juste un mouvement brutal de mes lèvres. « Inquiète de quoi, Caleb ?» demandai-je lentement comme si je lisais une clause de responsabilité. « Que je perde les bijoux ou que je les garde réellement ?» Caleb fronça les sourcils. « Quel genre de bêtise est-ce ? Ma mère est plus âgée. Elle s'inquiète pour nous. Tu ne comprends pas. » Je l'ai interrompu, refusant de le laisser se cacher derrière le mot « inquiète ». « Je t'ai demandé de quel côté tu étais. » Caleb est resté sans voix. Après une longue pause, il a marmonné. « J'ai choisi le côté de la paix dans la maison. » J'ai laissé échapper un rire, mais c'était amer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Garder la paix dans la maison signifie que je dois juste tout avaler, n'est-ce pas? Caleb s'est assis, commençant à s'agiter. Quelle façon de parler! Tu viens d'emménager et tu fais déjà une crise. Les gens vont te juger. Ma mère a raison. Quel est le gros problème qu'elle mette les bijoux dans le coffre-fort? J'ai regardé Caleb et j'ai vu quelque chose avec une clarté absolue. Ce n'était pas qu'il croyait réellement que sa mère avait raison. Il croyait simplement que sa mère était plus forte et il avait choisi de se ranger du côté du plus fort pour ne pas avoir à affronter sa colère. J'ai continué à le questionner lentement. Tu as promis que nous nous trouverions notre propre logement. Tu t'en souviens encore? Il a répondu rapidement comme s'il récitait une réplique répétée. Oui, mais nous devons attendre. Arrête de me faire pression. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas discuté de la partie attendre car j'ai compris que dans cette maison, attendre était juste leur méthode pour faire bouillir la grenouille. Un jour, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous vivez comme ça depuis des années sans savoir comment c'est arrivé. Je me suis assise parfaitement droite et j'ai dit quelque chose qui, même à mes propres oreilles, sonnait glacial. Je ne te fais pas pression. J'ai juste besoin que tu sois clair comme du cristal. Si tu ne protèges pas les limites de ta femme, je le ferai moi-même. Caleb m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre. Il a marmonné. Tu as l'air d'être au travail, pas dans un mariage. Entendre cela ne m'a pas mis en colère. Je me suis juste senti profondément triste. Si je n'agis pas comme si j'étais au travail, ils vont me manger tout cru. Tout le monde ici joue selon ses propres règles. Si je n'ai pas les miennes, je perds. Caleb s'est tu et s'est retourné, voulant clairement mettre fin à la conversation. Ce silence était ma réponse finale. Il n'était pas disposé à me soutenir au moment où le tout premier obstacle apparaissait. Juste après 6 heures, la voix de Brenda a résonné d'en bas. Ce n'était plus poli. C'était un ordre. Caleb, descends pour le petit déjeuner et dis à la femme de descendre aussi. Nous devons parler. J'ai regardé Caleb se lever, se mouiller le visage dans la salle de bain principale, et me dire quelque chose qui m'a presque fait éclater de rire. Essaie de parler un peu plus doucement. N'offense pas ma mère. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé une seconde. Dans ma tête, un conseil de ma propre mère a résonné. Être douce au bon moment te rend intelligente. Être douce au mauvais moment te rend stupide. Je suis descendu, non pas pour être douce, mais pour voir exactement quel script ils avaient préparé pour moi. Le salon était entièrement éclairé.
Gary était assis dans son fauteuil inclinable, une tasse de café noir à la main, le visage impassible. Brenda était assise en face de lui sur le canapé, sa posture rigide, ses yeux portant un regard qui disait qu'elle avait tout un manifeste préparé. J'ai salué mes beaux-parents avec le respect dû. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Brenda n'a pas répondu immédiatement. Elle m'a scanné de la tête aux pieds avant de cracher. Les belles-filles des autres familles sont respectueuses quand elles emménagent. Tu es ici depuis un jour et tu es déjà une rebelle. Qui t'a élevé pour agir comme ça? J'ai gardé mon ton agressivement neutre. Mes parents m'ont élevé pour être respectueuse, mais aussi pour maintenir mes limites. Gary a claqué sa tasse sur la table d'appoint. Limite? Quelle limite? Quand tu viens chez ton mari, tu suis les règles de ton mari. N'apporte pas les habitudes de ta famille ici. Je l'ai regardé sans me laisser entraîner dans un débat sur sa maison contre ma maison, je me suis concentré sur le problème réel. Oui, monsieur. Je suivrai les règles de cohabitation, mais pour ce qui est de nos actifs financiers. Avec votre permission, Caleb et moi les gérons en tant que couple marié. Brenda a laissé échapper un rire moqueur, adoptant une douceur soudaine et suspecte. Oh, écoutez comme elle parle professionnellement. Gérez vos actifs financiers. Et pourquoi exactement voulez-vous garder les bijoux vous-même? Pour que si quelque chose tourne mal, vous puissiez les emballer et retourner chez maman et papa. Cette phrase était une piqûre directe à mon intégrité. J'ai vu Caleb se crisper à côté de moi, mais il est resté mort silencieux. J'ai parfaitement compris. C'était le récit qu'ils avaient concocté. Planter la graine du doute et me dépeindre comme une chercheuse d'or. Je n'ai pas rougi, ni je ne me suis défendu avec un long discours. J'ai répondu de manière concise. Je ne cours nulle part. Je garde simplement ce qui appartient à notre mariage. Brenda a incliné la tête, feignant la pitié. Les filles de nos jours parlent beaucoup, mais qui sait ce qui se passe vraiment dans leur tête? Je te dis ça pour ton bien. Je suis plus âgé. Je sais comment les gens fonctionnent. Avec une personnalité aussi dure, les choses vont mal tourner pour toi dans la vie. J'ai entendu les choses vont mal tourner pour toi et j'ai ressenti un frisson. C'était une menace voilée, mais claire. Si je ne me soumettais pas, il me rendrait la vie infernale. J'ai regardé Caleb, qui avait la tête baissée. Je lui ai demandé directement devant ses parents, sans détour. Caleb, dis-moi tout de suite, qui veux-tu qu'il garde les bijoux? Caleb a tressailli, a regardé sa mère, puis son père, et a marmonné, laisse juste maman les garder pour qu'il y ait la paix. J'ai hoché la tête, non pas pour montrer mon accord, mais pour enregistrer la preuve. Lors de cette réunion de famille, j'étais en minorité. Je me suis retourné vers Brenda, toujours respectueuse, mais inflexible. Maman, j'ai entendu, mais je ne les rends toujours pas. Tu peux être furieuse contre moi, mais je ne vais pas abandonner mes biens juste parce que j'ai peur que quelqu'un fasse une crise. Gary a levé la voix. C'est comme ça que tu parles à tes beaux-parents? J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas répondu à son ton car le faire signifiait tomber dans leur piège. J'ai juste parlé lentement et clairement comme si je fermais le procès-verbal d'une réunion. Avec tout le respect que je vous dois, je ne vais pas discuter. Ma décision reste. Brenda a bondi, la voix stridente. Tu vois quelle sorte de fille mon fils a épousée. Elle vient d'arriver et elle nous manque déjà de respect. Bien sûr, avec tout cet or en main, ça lui est monté à la tête. Je l'ai regardé avec un calme qui m'a surprise moi-même. Je n'ai pas contre-attaqué avec des mots blessants. J'ai juste pensé à un proverbe approprié. Les langues des gens sont comme des couteaux. Au moment où ils parlent, ils coupent. Et j'ai réalisé qu'ils aiguisaient activement ce couteau contre ma réputation. Je me suis tourné vers Caleb et j'ai dit d'une voix basse, mais assez forte pour qu'il l'entende. As-tu entendu ta mère? Si quelque chose arrive demain, ils diront, elle a volé les bijoux. Et je refuse d'accepter cette responsabilité. Caleb a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais est resté silencieux. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je me suis retourné et je suis rentré directement à l'étage dans la chambre. Une fois à l'intérieur, j'ai fait quelque chose de très spécifique. J'ai ouvert l'application Notes de mon téléphone et j'ai rédigé une chronologie des événements à partir de la nuit précédente. Qui a dit quoi? À quelle heure,
Je ne l'ai pas écrite pour les critiquer. Je l'ai écrite pour me protéger. Ma carrière m'a appris à analyser la séquence des événements. Je sais qu'en modifiant un seul détail, il pourrait tordre l'ensemble du récit contre moi. J'ai également vérifié que la pochette en velours avec les bijoux était toujours dans ma valise. Je ne l'ai pas ouverte pour compter les pièces. J'ai juste confirmé qu'elle était là où je l'avais laissée. J'ai pris note mentalement. Cet actif est leur cible et ce sera aussi l'arme qu'ils utiliseront pour inventer des histoires à mon sujet. Je me suis assise sur le bord du lit. En regardant par la fenêtre, le soleil du matin était enfin brillant. Mais en moi, tout était sombre. J'avais voulu la paix, mais cette famille ne me la donnerait pas. Je savais que si je ne construisais pas un pare-feu moi-même, ils infiltreraient ma vie, déchireraient tout, puis s'attendraient à ce que je les remercie de s'inquiéter pour moi. Je me suis levé et me suis changé pour des vêtements confortables, un jean et un pull. Pas pour descendre et mendier le pardon, mais pour me préparer à mes prochaines étapes avec une lucidité maximale, comme quelqu'un qui a entièrement perdu foi en la paix familiale. Après m'être habillé, je me suis regardé dans le miroir un instant. Mon visage ne ressemblait pas à celui d'une jeune mariée rougissante. Il ressemblait à celui de quelqu'un qui vient de se réveiller d'une mauvaise chute. J'avais des cernes dues au manque de sommeil. J'ai tapoté mes joues, me disant de garder mon sang-froid. Dans la vie, la colère est l'appât que d'autres utilisent pour vous attirer dans leur piège. J'ai fermé la porte de la chambre soigneusement, verrouillant le pen dormant, non pas pour empêcher quelqu'un de forcer l'entrée, mais pour m'accorder quelques minutes pour respirer. La première chose que j'ai faite n'a pas été d'ouvrir ma valise. J'ai pris mon sac à main, en ai sorti tous mes documents vitaux, permis de conduire, carte de crédit, carte d'assurance maladie, carte de sécurité sociale, et les ai mis dans un petit sac en bandoulière qui restait physiquement attaché à moi. Je l'ai fait lentement, un par un. Mon travail m'a donné une habitude particulière. Les actifs critiques doivent rester sous mon contrôle direct, hors de portée de quiconque. J'ai déverrouillé mon téléphone, revu la chronologie que j'avais tapée, et sauvegardé une capture d'écran dans un dossier sécurisé. J'ai également envoyé une copie à Chloé avec un court message. Garde cela en sécurité pour moi. Elle a répondu instantanément. Compris. Ne t'inquiète pas. Je te couvre. Un simple SMS, mais cela m'a fait sentir beaucoup moins seul. Il est vrai qu'un seul pilier ne fait pas une fondation. Les moments de crise révèlent exactement qui est dans votre coin. J'ai regardé la valise. Elle était là comme une question sans réponse. Je l'ai dézippée, non pas pour tout gâcher, mais pour la réorganiser selon la nécessité tactique. Vêtements poussés dans un coin, articles de toilette dans un autre. Chargeur de téléphone, AirPod, et mes clés de voiture sont allées dans la poche extérieure pour que si les choses tournaient mal, je n'avais qu'à tirer la fermeture éclair et partir. Lorsque mes doigts ont effleuré la pochette en velours contenant les bijoux, j'ai fait une pause. Je ne l'ai pas sortie pour l'admirer, ni je ne l'ai posée sur le lit. J'ai simplement glissé cette pochette dans un sac fourre-tout secondaire en toile et l'ai poussée au fond de mon sac à dos sous une veste d'hiver. Pas pour la cacher comme de la contrebande, mais pour que si quelqu'un faisait irruption sans prévenir, il ne me voit pas la tenir et crier, elle complote pour s'enfuir avec l'or. La vie est bizarre. Avoir le contrôle de ses propres biens n'est pas aussi dangereux que l'étiquette que les gens vous colleront pour l'avoir fait. Il voulait me marquer comme une chercheuse d'or, donc j'ai dû éliminer toute preuve visuelle qu'ils pourraient utiliser pour construire leur récit. D'en bas, j'ai pu entendre le cliquetis de la vaisselle et le grincement des chaises en mangeant. La voix de Brenda parvenait par intermittence. Je ne pouvais pas discerner à qui elle parlait au téléphone, mais je reconnaissais le ton. C'était le ton de quelqu'un qui se plaint, qui joue la martyre, et qui laisse tomber des allusions à la dérobée que la nouvelle belle-fille est une rebelle déchaînée. Je suis resté complètement immobile, écoutant cela comme on écoute une alerte de tempête sévère, sachant que si la tornade s'est déjà formée, vous ne sortez pas dehors. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Caleb. Descends et parle à ma mère. Elle est vraiment en colère. J'ai lu le message et je n'ai pas répondu. J'ai regardé le message un instant et j'ai posé le téléphone. J'ai soudainement compris un type de colère très spécifique. La colère qui ne cherche pas de résolution, mais cherche simplement à forcer l'autre personne à se soumettre. Je lui ai renvoyé exactement une phrase. Quand tu seras prêt à dire clairement à qui appartiennent ces bijoux, je descendrai. Caleb n'a pas répondu par SMS.
Silence. Sa marque de silence. J'ai laissé échapper un léger rire. Cette fois, il n'était pas amer. C'était le rire de quelqu'un qui vient de tracer une ligne dure sous une attente. On dit qu'il faut choisir un mari aussi soigneusement qu'on évalue l'or. Avais-je bien choisi ou avais-je été simplement aveuglé par une façade polie? Je n'ai pas perdu de temps à pleurer. J'ai ouvert l'application Voice Memo sur mon iPhone, enregistré un court clip de 3 secondes pour m'assurer que le microphone fonctionnait correctement, et j'ai éteint l'écran. Je détestais devoir faire ces choses, mais je détestais encore plus l'idée d'être faussement accusé sans défense. Comme le dit le proverbe, les mots s'envolent dans le vent, mais les reçus sont éternels. J'ai déverrouillé la porte et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Personne n'était là. Je suis descendu silencieusement. Depuis le vestibule, j'ai fait un détour vers le garage attenant. J'ai vu ma Honda Civic. J'ai vérifié le coffre. Tout allait bien. J'ai soupiré de soulagement. Juste au moment où je me retournais, Gary est sorti du salon. Me voyant, il s'est arrêté. Il m'a regardé froidement, un regard qui n'avait pas besoin de mots pour exercer une pression. Une belle fille qui rôde. Que fais-tu? Demanda-t-il, sa voix basse, mais lourde. J'ai maintenu mon attitude polie. Je suis juste descendu chercher de l'eau. Gary a esquissé un demi-sourire. Chercher de l'eau ou planifier ta fuite vers la maison de tes parents? Cette phrase était une gifle invisible. J'ai resserré ma prise sur la sangle de mon sac en bandoulière, mais ma voix est restée de niveau. Je ne planifie rien. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Il a laissé échapper un reniflement dédaigneux. Si tu veux la paix, obéis à ta belle-mère. Dans cette maison, ce qu'elle dit, c'est la loi. Je n'ai pas discuté. J'ai juste regardé calmement. Oui, monsieur. J'écouterai tout ce qui est raisonnable. Gary s'est rapproché, baissant la voix. Tu es une fille qui vient d'arriver. Ne laisse pas les gens se moquer de nous. Nous avons organisé un mariage grandiose juste pour que tu puisses faire ce coup. J'ai entendu le mot se moquer et j'ai tout compris. Ils avaient peur d'avoir l'air mal, des commérages du voisinage. Et précisément à cause de cette peur, ils allaient essayer de me contrôler encore plus pour me faire taire. Quelle ironie. Ils ont fabriqué la crise et ensuite exigé mon silence pour sauver leur propre RP. J'ai hoché la tête sans discuter. Je me suis éloigné de lui et je suis retourné à l'étage, dans la chambre. J'avais besoin d'un espace avec une porte fermée, du temps, avec le droit de respirer. Au moment où je suis entré, j'ai appelé ma mère directement. Je n'ai pas tourné autour du pot. Maman, il s'est passé des choses ici. Je veux rentrer à la maison pour un peu. Ma mère n'a pas me bombardé de questions paniquées. Elle a seulement demandé une chose. Es-tu d'accord? Es-tu sûr? Un nœud s'est formé dans ma gorge. Mais j'ai répondu, oui. Ma mère a dit lentement. Alors, viens à la maison. Tu auras toujours une porte ouverte ici. Mais souviens-toi, quoi que tu fasses, laisse-toi toujours une sortie et garde tes preuves. Ne les laisse pas t'accuser à tort d'un seul mot. J'ai fermé les yeux. La phrase t'accuser à tort m'a blessé, mais elle m'a blessé parce qu'elle était exacte. D'accord, dis-je et j'ai raccroché. Je me suis levé et j'ai jeté mon sac à dos sur mon épaule. Je ne me suis pas précipité vers la porte. J'ai revu ma checklist une dernière fois. Documents vitaux sécurisés, téléphone chargé, clé de voiture en main, la pochette de bijoux au fond du sac, et surtout, un sang-froid. J'ai ouvert la porte de la chambre et je suis entré dans le couloir. Cette fois, mes pas étaient lourds et délibérés. Je savais que si je restais ici sans limite, ils allaient me ronger jour après jour. Ils n'avaient pas besoin de me frapper physiquement. Il leur suffisait de me forcer à vivre selon leurs règles et d'appeler cela tradition. Avant de descendre les escaliers, je me suis arrêté et j'ai regardé vers la porte de la suite nuptiale. Je n'ai pas eu pitié de la chambre, mais de la confiance naïve que j'avais eue il y a seulement 24 heures. Mais bon, on apprend de ses erreurs. L'important, c'est que je n'avais laissé personne me dépouiller de mes biens les plus précieux, ma dignité et mon droit de choisir. J'avais le sac à dos sur l'épaule et les clés de voiture dans la main. Mais je me suis arrêté en haut des escaliers, non pas par hésitation, mais parce que je me suis soudainement souvenu des paroles de mon père, les limites doivent être laissées parfaitement claires.
L'ambiguïté n'invite que les poursuites judiciaires. Si je sortais en silence, demain il dirait simplement au quartier, elle a volé l'or et est retournée chez ses parents, et cela suffirait. Dans ce pays, les gens croient un scandale beaucoup plus vite qu'ils ne croient une explication logique, et je ne pouvais pas naviguer dans le droit des sociétés avec une réputation brisée. J'ai posé mon sac à dos par terre, et j'ai sorti mon iPhone. Je n'ai pas ouvert la caméra immédiatement. J'ai vérifié le stockage, ouvert l'application vidéo, enregistré un clip test et je l'ai supprimé. Je me suis rappelé que l'enregistrement devait être continu et l'audio clair. Ce n'était pas un vlog TikTok. C'était mon armure juridique. J'ai dézippé le sac à dos et j'ai sorti la pochette en velours. Mes mains ne tremblaient pas, mais elles étaient glaciales. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai ouvert la pochette et j'ai regardé les pièces d'or. Leur éclat n'était plus éblouissant. Il semblait juste lourd, comme une responsabilité énorme. J'ai transféré les pièces dans une petite boîte à bijoux rigide en carton doublé de papier de soie. Pas pour être dramatique, mais pour que lorsque je les remette, je puisse les compter visiblement sans rien faire tomber, m'assurant que personne ne puisse prétendre qu'une pièce était manquante. Une fois tout préparé, j'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti. L'escalier de la maison de mes beaux-parents était immaculé. Chaque marche en bois brillait, mais la propreté des cœurs des propriétaires était une autre histoire. J'ai descendu lentement, entendant la télévision jouer à faible volume dans le salon. Brenda avait probablement allumé la télévision pour simuler la normalité, mais je savais que c'était le calme avant la tempête. Je suis entré dans le salon. Gary était assis dans son fauteuil inclinable avec son café. Brenda était à côté de lui, me regardant fixement comme un chien sauvage qu'elle devait dompter. Caleb se tenait près de la porte d'entrée, livide, se frottant nerveusement les mains. J'ai posé la boîte à bijoux sur la table basse, pile au centre. Puis j'ai levé mon iPhone à hauteur de poitrine et j'ai appuyé sur enregistrer. L'écran capturait clairement toute la scène. Mon visage, la boîte, et leur visage. J'ai parlé lentement et clairement sans élever la voix et sans verser une seule larme. Je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, devant mes beaux-parents et Caleb, je tiens à préciser très clairement que je rends la totalité des bijoux de mariage que la famille du marié m'a offert hier. Il s'agit de plusieurs bracelets en or et d'un collier en or. Je rends tout. Je ne garde absolument rien. Brenda a bondi dès qu'elle m'a vu enregistrer. Elle s'est précipitée, essayant de me faire tomber le téléphone. Qu'est-ce que tu fabriques? Éteins ça. Je me suis reculé, tenant fermement le téléphone sans perdre mon sang-froid. J'ai dit, maman, j'enregistre ça comme preuve. Je rends les bijoux de manière transparente pour que personne ne puisse m'accuser de quoi que ce soit. Gary a aboyé. Ce sont des affaires de famille. Pourquoi enregistres-tu? Tu essaies de nous faire passer pour des idiots? Je l'ai regardé avec respect. Je ne veux faire passer personne pour un idiot. Je veux juste me protéger. Je rends tout pour que plus tard personne ne puisse dire que je me suis enfui avec l'or. En entendant la phrase « me suis enfui avec l'or », le visage de Brenda a tressailli. Mais elle a immédiatement retrouvé son sang-froid. Pour l'amour de Dieu, qui a dit que tu l'avais pris? Tu inventes des choses dans ta propre tête et tu nous enregistres. Quel genre de belle-fille psychopathe es-tu? Je n'ai pas débattu de qui avait dit quoi. J'ai ouvert le couvercle de la boîte et j'ai posé chaque pièce d'or sur la table, juste devant l'objectif de la caméra. 1, 2, 3, 4. Tout est là. J'ai zoomé sur les pièces, puis j'ai panoramisé pour capturer toute la pièce. Je l'ai fait méthodiquement comme si j'enregistrais des preuves pour une déposition. Caleb s'est avancé, la voix tremblante. Audrey, c'est vraiment bizarre. Que vont penser les gens? Je me suis tourné vers lui et les regardé droit dans les yeux. Que vont penser les gens? Ou que va penser ta mère? Le respect de qui as-tu vraiment peur de perdre, Caleb? Il était sidéré, silencieux. Je n'ai pas attendu sa réplique. J'ai doucement fait glisser la boîte sur la table vers Brenda. Tenez. Désormais, si vous voulez le garder dans le coffre-fort, vous le gardez. Je n'ai rien à voir avec ça. Brenda ne l'a pas attrapé immédiatement. Elle a regardé l'or, puis moi avec un mélange toxique de cupidité et de fureur. Elle a sifflé. Tu le rends pourquoi? Pour nous le faire avaler?
pour que le monde entier pense que tu es la victime. J'ai légèrement hoché la tête et j'ai dit la vérité absolue. Je le rends pour mettre un terme définitif à ça. Je refuse de vivre dans une maison où l'on me réveille à 4 heures du matin et où l'on m'ordonne de remettre mes biens à la porte de ma chambre. Je ne peux pas accepter ça. Caleb a frissonné et a jeté un regard de côté à sa mère. Brenda l'a nié instantanément. Je ne t'ai rien ordonné. Je t'ai dit que je le garderais en sécurité pour toi. J'ai gardé mon ton parfaitement égal. Tu appelles ça le garder en sécurité. Mais j'ai clairement entendu la phrase, les bijoux qui entrent dans cette maison appartiennent à cette maison. J'ai aussi entendu, dans cette maison, c'est moi qui décide de ce qui est juste. Je ne peux pas interpréter cela comme une faveur. Gary a frappé son poing sur la table d'appoint. Sa tasse de café a vibré. Une fille qui vient d'arriver et tu es déjà une petite peste insolente. Qu'est-ce que tu crois que cette maison est? J'ai ressenti un nœud dans la gorge, mais je n'ai pas réagi à son abus. J'ai juste délivré une dernière phrase, la tamponnant comme un sot. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas insolente. Je dis juste la vérité et je rends ce qu'on m'a donné. Soudain, Brenda a changé de tactique, sa voix dégoulinant d'une fausse compassion. Allez, ma chérie. Ne fais pas ça. Après un si beau mariage, si tu retournes chez tes parents, que vont dire les gens de Caleb? Tu ne te soucies pas de ton mari. Je l'ai regardé. J'ai vu son plan parfaitement. Utiliser mon amour pour mon mari comme une corde pour me lier les mains, j'ai répondu de manière concise, je me soucie de Caleb, mais Caleb doit aussi se soucier de moi. Si dans un mariage une seule personne doit faire des compromis, ce n'est pas de l'amour. Caleb a tendu la main et a essayé d'attraper ma main. Je l'ai retirée doucement, mais fermement. J'ai continué à enregistrer, non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour m'assurer que mon récit ne puisse pas être détourné. J'ai sorti une petite fiche que j'avais griffonnée à l'étage. Reçu les bijoux de mariage rendus par Audrey dans leur intégralité. Je l'ai posé sur la table basse à côté de l'or. S'il vous plaît, pourriez-vous signer ce reçu? Je veux que tout soit documenté. Les yeux de Brenda ont révulsé. Signé. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Un poste de police? J'ai hoché la tête. Je suis administratrice de contrat. J'ai l'habitude de la clarté. On dit que les mots s'envolent dans le vent, mais le papier laisse une trace. Je vous demande de bien vouloir signer. Gary a laissé échapper un reniflement dégoûtant et a tourné le dos. Caleb, coincé dans le no man's land, ne savait pas quoi faire. Je ne les ai pas forcés. J'ai juste pointé la caméra sur le papier non signé et déclaré clairement, si vous refusez de signer, c'est bon. J'ai tout enregistré. Je rends les bijoux complètement intacts. Je n'emporte absolument rien. Sur ce, j'ai fermé le couvercle de la boîte, je l'ai glissé vers Brenda, et j'ai fait un pas en arrière. J'ai arrêté d'enregistrer, mais je n'ai pas supprimé la vidéo. Je l'ai sauvegardée directement dans ma pellicule et je l'ai instantanément partagée par AirDrop et envoyée par SMS à Chloé, comme verrouiller un peine dormant avant de quitter la maison. C'est alors que Brenda s'est précipitée sur la boîte, l'a serrée contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un trésor de pirate tout en me maudissant. Tu te crois si intelligente? Tu crois que parce que tu as fait une vidéo, tu as gagné? Retourne chez ta maman et ton papa et on verra ce qui se passe. Je l'ai regardé sans une once de peur. Je n'ai ressenti que de la pitié pour la bouche qui hier avait prétendu m'aimer comme une fille. Il y a un dicton, parole de saint dans la bouche, un poignard dans le cœur. Je ne voulais pas le croire, mais aujourd'hui, je l'ai vu. Caleb m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée. Audrey, calme-toi. Va où tu veux, mais s'il te plaît, ne fais pas de scène. Je me suis retourné, les regardé droit dans les yeux, et j'ai parlé d'une voix basse et lourde. Caleb, que cela devienne une scène ou non ne dépend pas de ma bouche. Cela dépend si un mari a les épaules pour défendre sa femme. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti. Le soleil matinal d'hiver se reflétait sur l'asphalte. J'ai pris une profonde inspiration comme si je venais de m'échapper d'une pièce sans oxygène. Je savais qu'à partir du moment où j'avais posé les bijoux sur la table et appuyé sur enregistrer, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne pouvais plus me soumettre pour garder la paix. Je suis monté dans ma Civic et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur,
j'ai regardé la maison en briques de mes beaux-parents rétrécir au loin. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti ma poitrine se légérer parce qu'au moins j'avais sauvé l'actif le plus important. La vérité était entre mes mains, pas dans la bouche des autres. Après avoir roulé sur l'I-290 pendant un moment, j'ai réalisé que je serrais le volant. J'ai baissé la vitre et l'air glacial de Chicago a frappé mon visage. Frais mais mordant. La piqûre ne venait pas du vent. C'était le fait de quitter un endroit que j'avais sincèrement cru appeler maison. Je me suis arrêté dans un parking Target, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai revu la vidéo que je venais d'enregistrer. Pas pour le divertissement, mais pour vérifier l'intégrité du fichier, l'image, l'audio, les visages, l'horodatage exact. Le droit des sociétés vous entraîne à obséder sur les métadonnées. Un seul glitch audio, et il pourrait m'accuser de l'avoir falsifié. Je l'ai regardé une fois, j'ai verrouillé le fichier dans un dossier sécurisé, et j'ai envoyé une copie par email à mon Gmail personnel. Une paranoïa professionnelle qui, en ce moment, était mon seul bouclier. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Caleb a appelé. Je l'ai ignoré. Brenda a appelé. Ignoré plus rapidement. Je savais que quand les gens sont furieux, tout ce que vous dites devient une munition pour leur récit. Je ne serais pas aussi naïve. Je me suis garé dans l'allée de mes parents vers 10 heures. Au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, ma mère était déjà dans le vestibule. Elle ne m'a pas interrogé sur mon retour. Elle a juste regardé mon visage, m'a fait entrer, et a dit doucement mais fermement, « Entre. Bois un peu d'eau d'abord. » Mon père était assis dans le salon, le journal du dimanche ouvert sur ses genoux, mais il ne lisait pas. Il m'a regardé une fois, sans jugement, sans question frénétique, juste le regard d'un homme qui avait déjà deviné la moitié de l'intrigue. Soudain, le nœud dans ma gorge s'est resserré, mais j'ai refusé de pleurer. Je savais que j'avais besoin d'être entièrement lucide maintenant. J'ai dézippé mon sac, en ai sorti mes cartes d'identité et de crédit, les ai posées sur la table basse, et j'ai pris mon téléphone. Papa, maman, écoutez-moi dans l'ordre. Ne paniquez pas. Ma mère a hoché la tête. Mon père aussi. J'ai commencé à exposer la chronologie de manière chronologique sans ajouter de drame ni omettre de faits, sans me plaindre, juste les donner. Des coups à la porte à 4 heures du matin, la demande de cuisiner, la demande des bijoux, la citation exacte de Caleb, laisse juste maman les garder pour être plus en sécurité, jusqu'à la scène du salon où j'ai rendu les 4 pièces d'or et enregistré la transaction. Quand j'ai terminé le briefing, je leur ai joué la vidéo. Ma mère l'a regardée, les jointures blanches serrant le bord de la table. Le visage de mon père était dur comme du granit. Quand la vidéo est arrivée à la partie où Gary m'a parlé avec un pur mépris, mon père a laissé échapper un très léger soupir, mais cela ressemblait à un marteau frappant une enclume. Ma mère s'est tournée vers moi et a posé une seule question. « As-tu apporté quelque chose de leur maison ?» J'ai secoué la tête. « Non, j'ai tout rendu. Je n'ai rien pris qui ne m'appartienne pas. » Mon père a hoché la tête. Alors nous allons bien. Le « nous allons bien » de mon père n'était pas un compliment. C'était sa confirmation que j'étais toujours une personne d'intégrité. Dans cette vie, tu peux être fauché. Tu peux faire des erreurs, mais tu ne peux pas permettre à quelqu'un de te marquer comme un voleur. L'honneur vaut plus qu'un score de crédit. À ce moment-là, je l'ai senti. Chloé m'a envoyé une demande FaceTime. J'ai répondu. Dès qu'elle m'a vu, elle a dit, j'ai eu la vidéo. Je l'ai téléchargée sur un lecteur cloud privé et sauvegardée sur un disque dur. Tu es en sécurité. Au fait, on dirait que leur côté ne va pas rester silencieux. Que veux-tu dire ? J'ai demandé. Caleb vient de m'envoyer un SMS demandant le numéro de téléphone de ta mère. Et une dame au hasard de leur quartier vient de m'ajouter sur Facebook et m'a envoyé un message privé demandant s'il est vrai que tu t'es enfui avec l'or de la famille. Ça devient toxique rapidement. J'ai entendu eux s'enfuir avec l'or et un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Juste comme je l'avais prédit, puisqu'ils ne pouvaient pas confisquer les bijoux, ils allaient confisquer ma réputation. Ma mère, assise à côté de moi, l'a entendu par le haut-parleur et est devenue pâle. Mon père a laissé échapper un rire amer et a délivré le résumé exécutif. Quand quelqu'un veut traîner ton nom dans la boue, s'il ne peut pas t'avoir sur les faits, il inventera la fiction. Je me suis redressé. Je savais qu'il était temps d'activer la défense totale.
J'ai ouvert l'application Voice Memo et je l'ai testé à nouveau. Je n'allais pas publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux immédiatement. Je voulais juste que chaque appel entrant impliquant une menace, une insulte ou un mensonge soit légalement enregistré. Pile à l'heure, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai regardé ma mère, puis mon père. Mon père a hoché la tête. Réponds. J'ai appuyé sur accepter et j'ai immédiatement tapé sur le bouton d'enregistrement. Audrey, la voix de Brenda était acide. Tu te crois si maligne? Tu viens d'arriver et tu fais déjà des vidéos. Tu essaies d'humilier cette famille. J'ai gardé mon ton plat. Non, maman. Je l'ai juste enregistré pour prouver que j'ai rendu l'or pour que personne ne puisse m'accuser de quoi que ce soit. Brenda a laissé échapper un rire vicieux. T'accuser? Tu es déjà accusé. Tu crois que parce que tu es retourné chez ta maman, tu es propre? Les gens du quartier me demandent ce qui s'est passé et je leur dis la vérité. Une toute nouvelle mariée qui abandonne son mari. Comment t'attends-tu à ce que les gens regardent Caleb maintenant? J'ai écouté chaque mot. Je n'ai pas discuté. J'ai juste posé une question de clarification. Alors, tu me dis que tu répands cette version spécifique des événements à d'autres personnes? Brenda a grogné. Je dis la vérité. Tu as rendu l'or. Bien sûr, mais ne pense pas que ce soit fini. Une fille qui fait un coup pareil. Qui voudra jamais t'épouser après ça? Tu as déjà franchi le seuil de ma maison. Je n'ai pas pu écouter plus longtemps. Pas par embarras, mais par dégoût absolu. Voir un adulte se servir de la réputation d'une femme pour la soumettre me donnait la nausée. J'ai serré le téléphone, mais ma voix n'a pas vacillé. Maman, avec votre permission, je raccroche. Si vous continuez à diffamer mon caractère, je poursuivrai en justice. Brenda est devenue morte silencieuse une seconde, puis a explosé. Action en justice? Tu me menaces avec des avocats? Je ne vous menace pas. Je vous mets en garde pour que vous n'alliez pas trop loin. J'ai raccroché. L'enregistrement était sauvegardé. J'ai immédiatement envoyé une copie à Chloé et à mon frère Marcus. Je ne voulais pas que personne dans ma famille ait à entendre des rumeurs dans la rue et doive ensuite se précipiter pour les réfuter. Mon père s'est levé. Désormais, tu ne réponds plus aux numéros inconnus. Si quelque chose se passe, nous nous en occuperons. S'il y a une conversation, elle se déroule en plein jour, en personne, et avec des témoins. Ma mère a soupiré. Je ne veux pas d'un scandale majeur, mais je ne laisserai absolument pas qu'on piétine ma fille. J'ai hoché la tête. Ma famille n'était pas du genre à crier et à hurler dans la rue, mais elle n'était pas non plus du genre à se laisser faire. Je n'ai pas pu manger le déjeuner. Ma mère m'a apporté un bol de soupe au poulet et aux nouilles chaudes. Mange un peu, ma chérie. Tu as besoin de carburant pour réfléchir. J'ai forcé quelques cuillerées, puis je me suis assise avec mes parents pour établir la stratégie. J'ai exposé les actifs, la vidéo du retour des bijoux, l'enregistrement audio de la menace, et une chronologie complète. Mes parents ont été d'accord. Absolument pas de dispute dans les sections de commentaires Facebook, pas d'échange d'insultes. Nous demanderions une réunion formelle pour établir des limites et exiger une cessation et une abstention de la diffamation. Marcus est venu en fin d'après-midi. Dès qu'il a franchi la porte, il a demandé « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Je lui ai montré la vidéo et j'ai joué le fichier audio. Quand ce fut fini, son visage s'assombrit. Il n'a pas frappé un mur ni crié, mais sa voix a baissé d'une octave en parlant d'une femme comme ça. Ils essaient activement de détruire ta réputation. J'ai hoché la tête. J'ai compris que dans toute cette saga, l'or n'était qu'un substitut. Ce qu'il convoitait vraiment, c'était le pouvoir. Le pouvoir de commander, de soumettre, et de me faire passer pour la méchante. Marcus m'a regardé. Reste calme, mais souviens-toi, si tu es allé aussi loin, ne fais pas les choses à moitié. Si tu défends la vérité, tu dois la défendre. Je l'ai regardé et j'ai senti ma colonne vertébrale se raidir. Je ne voulais pas d'une guerre, mais je n'allais pas les laisser me traîner sur la place publique et vendre mon honneur au plus offrant. Cette nuit-là, allongé dans mon lit d'enfance, le ventilateur de plafond bourdonnait, et le trafic lointain sonnait comme d'habitude. Mais ma vie était entièrement différente. Mon téléphone était en mode silencieux,
mais je savais que le silence n'était que l'œil de l'ouragan. Et quand il frapperait, personne ne demanderait des faits évalués par des pairs. Il demanderait juste, « Eh, as-tu entendu que la fille d'Arthur et Diane a volé lors de mariage de son mari et s'est enfuie ?» J'ai fermé les yeux et je me suis dit, soit, qu'il parle, mais parler aura une facture. Le lendemain matin, mon père a appelé Caleb directement. Pas de bavardage. Il a exigé une réunion à 10 heures chez nous. Il a précisé explicitement qu'il s'agissait d'établir les faits, pas un hurlement. Caleb a bégayé et peu après a envoyé un SMS. Je viendrai avec mes parents. Je ne me sentais pas nerveuse à l'idée de la confrontation. Je redoutais seulement d'entendre plus de gaslighting. Marcus m'a prévenu. Tu t'assois à côté de maman et tu les laisses parler. Laisse les adultes s'en occuper. S'ils franchissent la ligne, j'interviendrai. Pense-t-il que notre sœur n'a personne pour la défendre? Je me suis assuré que mon téléphone était complètement chargé et que l'enregistreur vocal était facilement accessible. Je ne comptais pas le cacher, mais je ne voulais pas non plus qu'il sorte de cette réunion et invente un nouveau récit. À 10 heures précises, un SUV s'est garé dans l'allée. J'ai regardé par les stores et j'ai vu Gary descendre le premier, l'air misérable. Brenda l'a suivi, impeccablement vêtue, mais avec des yeux qui ne pouvaient masquer son venin. Caleb marchait à côté d'elle, jetant des regards nerveux autour de lui comme s'il s'attendait à ce que nos voisins se cachent dans les buissons avec des caméras. Mon père a ouvert la porte et les a invités à entrer. Ma mère leur a offert de l'eau. Je les ai salués. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Je les appelais ainsi parce que techniquement, ils l'étaient encore, mais mon ton était totalement dénué de chaleur. C'était le ton de quelqu'un qui établit un périmètre. Brenda m'a lancé un regard noir, puis s'est tournée vers ma mère avec un sourire douloureusement faux. « Excusez-nous, Diane. Vous savez comme les enfants impulsifs peuvent être. » Ma mère a répondu avec un sourire crispé. « Impulsif ou pas? Asseyons-nous et mettons les faits au clair. » Gary n'a pas touché à son eau. Il s'est penché en arrière dans le fauteuil et a lancé le premier coup. « Pourquoi nous avez-vous appelé ici? Le mariage est terminé. La nouvelle épouse est partie d'elle-même. Et pour couronner le tout, elle a enregistré une vidéo pour nous faire passer pour des idiots. Nous avons déjà subi suffisamment d'embarras. » En entendant le mot embarras, mes joues ont rougi de colère, mais je suis restée silencieuse. J'ai regardé mon père. Il a posé sa tasse de café et a parlé lentement. « Vous dites que vous avez subi des embarrassements. Est-ce que vous pouvez vous accrocher? Est-ce que c'est parce que ma fille a rendu ses bijoux et est partie après avoir été harcelée pour cela au milieu de la nuit? Ou est-ce que l'embarras, c'est que votre famille n'a pas pu se comporter décemment? » Brenda a instantanément sauté, élevant la voix. Personne ne l'a harcelée. Je lui ai juste dit que je les mettrais dans le coffre-fort. C'est une rebelle. Elle a tout halluciné et a fait une crise. Mon père a hoché légèrement la tête et a rétorqué. Si c'était juste pour les mettre dans un coffre-fort, pourquoi avez-vous dit que les bijoux qui entrent dans cette maison appartiennent à cette maison? Brenda s'est étouffée avec ces mots pendant une seconde, puis a pivoté. J'ai dit ça pour lui enseigner les règles de la maison. Une belle-fille doit connaître sa place. Ma mère a posé sa main à plat sur la table, sa voix douce mais létale. On n'enseigne pas les règles en exigeant de l'or à 4 heures du matin. Quiconque a un cerveau entend cela et sait exactement ce que cela implique. Gary a laissé échapper un rire condescendant. Dans ma maison, se lever à 4 heures, c'est normal. Une femme qui dort tard comme si elle était au Ritz-Carlton. S'il vous plaît. D'ailleurs, la famille du marié a payé ses bijoux, donc la famille du marié les sécurise. Quel est le crime là-dedans? Mon père l'a regardé fixement. Vous dites que les bijoux appartiennent à la famille du marié. Mais quand ils ont été présentés, à qui ont-ils été remis? Ils ont été remis à ma fille devant 50 témoins. Légalement et moralement, ce sont des biens matrimoniaux. Les sécuriser ou non est une décision du couple, pas des parents. Caleb, qui regardait le sol, a toussé quand mon père a mentionné la décision du couple, comme s'il voulait parler. Il a regardé sa mère et a avalé ses mots. Brenda a croisé les bras, adoptant une posture d'Olier Dentou. Vous ne comprenez clairement pas comment fonctionne un mariage. Une fille se marie. Elle suit son mari. Elle s'intègre à sa famille. Ma maison a des règles.
Elle s'est rebellée dès la première heure. Ma mère a répondu instantanément, sans jamais élever la voix. Ma fille s'est mariée pour être une épouse, pas une servante sous contrat. Les règles dans un foyer sont basées sur le respect mutuel. Si vous exigez le respect, vous devez le démontrer. Brenda a ricané. Le respect? Tu appelles enregistrer cette vidéo du respect? Elle l'a fait pour m'humilier. C'est là que j'ai finalement parlé. Je n'ai pas dit grand-chose, juste l'essentiel. Maman, j'ai enregistré la vidéo parce que j'avais peur que vous m'accusiez à tort de vol. J'ai rendu les bijoux. Je n'ai gardé pas un centime. Je l'ai enregistré pour que personne ne puisse jamais dire que je me suis enfui avec l'or. Gary a crié. Personne dans notre maison n'a jamais dit que tu avais pris l'or. Je l'ai regardé calmement. Je ne nommerai personne, mais j'ai déjà entendu les rumeurs circuler dans le quartier. Je prenais simplement des mesures préventives. Marcus, qui était resté silencieux appuyé contre le mur, s'est raclé la gorge et a regardé Brenda avec des yeux de glace. Madame, vous devez faire attention à votre bouche. Dans cette maison, nous n'inventons pas de contes de fées. Nous avons les reçus pour chaque mot que vous avez prononcé. Brenda s'est figée, tournant la tête vers Caleb pour un soutien. Tu vois, fils, tes beaux-parents nous manquent de respect. Caleb a bégayé. Maman, s'il te plaît. Mon père l'a interrompu. Assez. Je ne vous ai pas invité chez moi pour vous regarder jouer les victimes. Je vous pose une question directe. Êtes-vous prêt à arrêter de harceler ma fille, à arrêter de diffamer son caractère, et à commencer à respecter les limites de leur mariage? Brenda a rétorqué. Je n'ai diffamé personne. C'est elle qui se vexe de tout. Ma mère a croisé son regard. Avez-vous dit ou non la phrase, qui voudra jamais t'épouser après ça? Brenda est devenue morte silencieuse. Gary a détourné le regard. Caleb a mis la tête dans ses mains. Ce silence était une confession complète. Mon père n'avait pas besoin d'entendre autre chose. Il a parlé, soulignant chaque syllabe. Si vous êtes incapable de reconnaître votre comportement, cette réunion est terminée. Ma fille a rendu les biens. Nous considérons cet arrangement comme terminé. Il n'y aura plus de relation entre nos familles. Brenda a sauté de sa chaise. Terminé? Après un mariage aussi cher? Tu crois que tu peux juste l'annuler comme un abonnement? Ta fille a déjà franchi le seuil de ma maison. En entendant cela, mes poings se sont serrés. Ma mère s'est levée instantanément. Sa voix n'était pas forte, mais elle coupait la pièce comme un scalpel. Ne prononce plus jamais cette phrase dans ma maison. Ma fille n'est pas un produit endommagé que tu peux détenir en otage. Gary s'est également levé, le visage violet. Alors qu'est-ce que vous voulez au juste? Mon père l'a regardé droit dans les yeux. Je veux la paix, mais pas au prix de la dignité de ma fille. Sortez. À partir de maintenant, si quelqu'un commet des commérages, invente des histoires, ou insulte la réputation de ma famille poursuivra en justice dans toute la mesure possible de la loi. Brenda a regardé frénétiquement autour d'elle comme si elle cherchait un commère du quartier pour témoigner de son expulsion, mais elle n'avait pas de public pour son mélodrame ici. Elle a pincé les lèvres et a tiré Caleb par le bras pour partir. On verra qui perdra. Caleb m'a regardé une dernière fois. Ses yeux contenaient un cocktail de peur, de regret et d'impuissance totale. Je l'ai regardé, non pas avec haine, mais avec une lassitude absolue. J'ai réalisé que ce mariage n'avait pas échoué parce que j'avais refusé de faire des compromis. Il avait échoué parce que même si j'avais tout remis, l'autre partie ne savait fondamentalement pas comment être satisfaite. La porte d'entrée s'est fermée en cliquetant. Ma mère s'est rassise et a laissé échapper un lourd soupir. Mon père est resté silencieux un moment, puis a dit, vous voyez, ils ne sont pas venus ici pour trouver une solution. Ils sont venus ici pour exiger la reddition. J'ai hoché la tête. J'avais abandonné tout espoir qu'une seule conversation rationnelle résoudrait cela. Une chose était flagrante. Il y a des gens qui, quand ils ne peuvent pas confisquer votre argent, essaieront de confisquer votre récit. Et si vous ne neutralisez pas agressivement ce récit, il peut ruiner votre vie. La maison est tombée dans un silence absolu. Le genre de silence qui suit une conversation où tout le monde dans la pièce sait qu'il n'y a aucune chance de retour. J'ai regardé le verre d'eau devant moi. L'eau était parfaitement claire,
mais mon estomac se retournait. Ma mère a expiré lentement, comme si elle évacuait des années de tension accumulées. Mon père, gardant sa posture rigide, ne faisait pas les 100 pas ni ne gigotait. Il regardait juste un point fixe sur le cloisonnement. Il était toujours comme ça. Plus il était en colère, plus il devenait silencieux. Marcus, toujours appuyé contre le chambranle de la porte, a laissé échapper un rire sombre. Ont-ils vraiment pensé qu'ils pouvaient débarquer ici et dicter les termes? Zéro conscience situationnelle. Je n'ai rien dit. Mes oreilles bourdonnaient encore du dernier mot de Brenda. Ta fille a déjà franchi le seuil de ma maison. Cette phrase était vile, non pas à cause du vocabulaire, mais de l'intention. Elle voulait étouffer une femme en utilisant le simple poids des commérages sociétaux. Ils utilisent ta réputation comme une laisse et ensuite te marquent comme ayant des valeurs traditionnelles. Ma mère m'a regardé, sa voix beaucoup plus douce maintenant. Regrettes-tu cela, Audrey? J'ai réfléchi une seconde. Regret? Oui, je regrettais d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Mais si elle me demandait si je souhaitais avoir cédé, j'ai secoué la tête. Non, je n'ai pas regretté. La seule chose que je pleure, c'est la paix que je pensais avoir. Mon père a hoché la tête et a délivré un verdict court. Pleurer un sentiment, c'est bien. Pleurer une personne qui ne le mérite pas, c'est une perte de temps. J'ai baissé les yeux. Les paroles de mon père étaient franches, mais elles étaient le fer à béton qui empêchait mon béton de se fissurer. Ma mère est passée en mode pratique. Les papiers du mariage, les registres, les cadeaux. As-tu encore quelque chose de tout ça? Non, maman. J'ai secoué la tête. Je n'ai rien pris. J'ai rendu les bijoux et j'ai laissé tous les cadeaux de mariage qu'ils m'ont donnés. Je n'ai apporté aucune boîte. Marcus a ajouté. Honnêtement, si Audrey était vraiment une chercheuse d'or, elle n'aurait pas enregistré une vidéo 4K d'elle-même rendant l'or. Elle l'a fait parce qu'elle savait qu'ils essaieraient de tordre le récit. Ma mère nous a regardés tous les trois avec un mélange d'affection et de fierté, mais l'anxiété était toujours là. L'anxiété spécifique d'une femme expérimentée qui sait à quel point les commérages de banlieue peuvent être vicieux. Tu as bien fait de rendre les bijoux. Mais souviens-toi, celui qui perd l'argent essaie souvent de gagner la guerre des relations publiques. Cette phrase m'a semblé un clou enfoncé parce que c'était exactement ce que je redoutais. Mon père s'est approché de son classeur, en a sorti un dossier manille et l'a laissé tomber sur la table. Il m'a regardé. Heureusement, vous deux n'avez pas eu le temps de déposer la licence de mariage au bureau du greffier du comté. Nous avons tous regardé le certificat vierge non déposé de l'officiant. Marcus est resté silencieux. Mon père a parlé lentement comme un professeur faisant une leçon, non pas pour réprimander mais pour éduquer. Déposer ce document crée un contrat légal contraignant. Une fois qu'il est tamponné par l'État, l'annuler n'est pas juste faire ses valises. Cela cesse d'être une dispute émotionnelle et devient un labyrinthe d'avocats, de frais de dépôt, de périodes d'attente obligatoires et de division des actifs. Si ce cauchemar s'était produit en 48 heures, imaginez ce qui se serait passé si vous aviez été marié pendant 5 ans. Il vous aurait fallu un an au tribunal de divorce juste pour vous en sortir. J'ai hoché la tête. Le nœud dans ma gorge est revenu. Mais cette fois, c'était par gratitude accablante. Gratitude que le week-end de Noël, que je pensais à l'origine être un retard logistique ennuyeux, m'ait pratiquement servi de trappe de sortie d'urgence. Ma mère m'a pris la main. Si la licence n'est pas déposée légalement, il n'y a pas de mariage. Vous avez eu une cérémonie. Oui. Mais l'État ne la reconnaît pas. Nous avons toujours un moyen propre de sortir pour toi. J'ai regardé sa main, remarquant les petites callosités dues à des années de travail acharné. Soudain, je me suis senti comme une petite fille à nouveau, mais une petite fille profondément chanceuse parce que ma famille ne me jetait pas au loup avec un « tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans ». Mon père a donné l'ordre final. À partir de maintenant, blackout total des communications. Tu te concentres sur ton travail. Nous allons résoudre cela proprement et légalement. Mais si quelqu'un souffle un mot contre ton caractère, notre famille ne restera pas sur la touche. J'ai hoché la tête. Cela semblait simple, mais j'ai senti un poids de 50 kilos quitter ma poitrine. Juste au moment où je pensais que la journée était terminée, mon téléphone a vibré. Un SMS de Caleb. Audrey, s'il te plaît, ne fais pas ça.
Mes parents sont juste déclenchés. Reviens à la maison. J'ai lu le message et j'ai laissé échapper un rire sincère, bien que sec. Juste déclenché. Déclenché au point d'exiger des milliers de dollars en or à 4 heures du matin. Déclenché au point de menacer ma carrière et ma réputation. Je n'ai pas répondu. Caleb a appelé. Je n'ai pas répondu. J'avais peur que s'il décrochait, il déploierait sa voix douce et gentille pour me ramener dans le cycle toxique de compromis pour moi. Et mes jours de compromis étaient définitivement terminés. En moins de 10 minutes, Caleb a rappelé encore et encore, comme s'il était en panique totale que je m'évapore de sa vie. Pas par amour désespéré, mais parce que si je disparaissais, il serait coincé avec l'humiliation publique d'un mariage qui a implosé en 48 heures. Et pour un gars comme Caleb, la peur de l'embarras public est bien plus terrifiante que le traumatisme émotionnel de sa femme. Marcus, regardant mon écran s'allumer à plusieurs reprises, a soupiré. Réponds une fois. Mets-le sur haut-parleur pour qu'on entende tous. J'ai hésité une milliseconde puis j'ai hoché la tête. J'ai appuyé sur accepter, j'ai tapé sur l'icône du haut-parleur, et j'ai appuyé sur enregistrer sur mon iPad. Non pas pour être vindicative, mais pour la responsabilité. Audrey, écoute-moi. La voix de Caleb était frénétique. Hâtive. Reviens, s'il te plaît. Je parlerai à ma mère. Je la ferai s'excuser. Je lui ai demandé, ma voix était plate. Est-ce que tu me supplies de revenir parce que tu m'aimes ou parce que tu as peur de ce que les voisins vont dire? Caleb est devenu silencieux pendant une seconde douloureuse. Je ne veux pas que ça explose en quelque chose de gros. Exploser. J'ai demandé. Tu as vu la vidéo? Mes parents viennent de chasser les tiens de cette maison. Si les gens découvrent, il a interrompu. J'ai tout compris. Il avait peur des gens. Il n'était pas horrifié que j'ai été maltraité. Ma mère, assise juste à côté du téléphone, a tout entendu. Ses yeux sont devenus vitreux, mais aucune larme n'est tombée. Mon père a froncé les sourcils. J'ai parlé directement dans le micro. Caleb, j'ai rendu les bijoux pour ne pas être marqué comme une voleuse. Que je revienne ou non dépend entièrement de si tu es dans mon coin. As-tu été dans mon coin un seul instant aujourd'hui? Caleb a bégayé. Je suis coincé au milieu. J'ai laissé échapper un léger rire. Coincé au milieu est juste un code pour dire que je dois supporter les abus et que j'en ai marre d'en supporter. La voix de Caleb s'est fissurée, montant en hauteur. Si tu fais ça, tu vas me faire passer pour une blague. Mon père, entendant cela, a levé les yeux au plafond et a parlé assez fort pour que le microphone capte. La seule personne qui ressemble à une blague est celle qui commet une erreur catastrophique, pas celle qui la répare. Caleb est devenu mort silencieux. Marcus s'est penché vers le téléphone, sa voix comme du gravier. Caleb, arrête d'appeler. Si tu as une proposition, tu la soumets aux avocats. Si tu la harcèles à nouveau, je ne serai pas si poli. Marcus, attends. J'ai tapé sur le bouton rouge. Je ne me suis pas étiré. Je suis restée assise, ressentant un étrange cocktail d'émotions. Une légèreté extrême mélangée à une douleur profonde. Légèreté d'avoir échappé à la cocotte minute. Douleur de réaliser que l'homme en qui j'avais confiance pour me protéger ne se souciait que de protéger son propre RP. Ma mère m'a posé une main sur l'épaule et a murmuré, tu vois, un homme qui aime sa femme a peur que sa femme souffre, pas que ses amis se moquent de lui. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste senti vieillir de 5 ans d'une manière que personne ne souhaite jamais. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon agenda professionnel et j'ai bloqué la journée suivante comme un lundi normal. Je me suis dit que ma vie devait reprendre son cours. Quant à sa famille, s'il s'arrêtait, j'arrêterais. Mais s'il continuait à pousser, j'allais leur prouver qu'un administrateur de contrat d'entreprise ne sait pas seulement lire les petits caractères. Elle sait plaider quand son intégrité est bafouée. Et juste comme ma mère l'avait prédit, il n'a fallu qu'une nuit pour que le moulin à rumeurs commence à tourner. Il n'y avait pas encore de publication directe sur Facebook, mais je pouvais le sentir. La puanteur distinctive d'une guerre de quartier de banlieue qui n'utilise pas d'armes, juste des chuchotements. Je suis sorti du lit et j'ai entrouvert la fenêtre. L'air glacial s'est engouffré.
J'ai regardé les lumières de la rue et j'ai murmuré un vieux cliché, tu joues à des jeux stupides, tu gagnes des prix stupides, et je refuse absolument d'être leur prix. J'ai passé toute la nuit à débattre si je devais rendre public. Pour être tout à fait honnête, je déteste étaler mon linge sale sur Internet. Je déteste l'idée que ma vie privée soit disséquée comme une grenouille de laboratoire. Mais je déteste encore plus l'idée que d'autres utilisent ma vie comme matière première pour une campagne de diffamation. Ma mère m'a conseillé. Pense-y bien. Ne publie pas par colère. Mon père a dit, si tu appuies sur la détente, tire droit. Attiens-toi aux faits. Pas de superflu. Marcus a ajouté, publie les reçus, verrouille les commentaires, et pars. Ne t'engage pas dans une guerre des tranchées avec des idiots. J'ai écouté et suivi leurs 3 directives à la lettre. Tôt le lendemain matin, avant de me connecter à mon portail de travail à distance, je me suis assise à mon bureau et j'ai rédigé une courte déclaration. Je n'ai pas écrit un roman. Je n'ai pas joué la victime. Je l'ai rédigé comme un résumé exécutif, clair, chronologique, et juridiquement à l'épreuve des balles. J'ai ouvert ma page Facebook personnelle et j'ai ajusté les paramètres de confidentialité pour que seuls les amis et les habitants puissent la voir. J'ai exposé exactement 3 points clés. J'ai confirmé que j'avais volontairement rendu la totalité des bijoux de mariage aux parents du marié dans leur salon, enregistrés sur vidéo. J'ai précisé que j'avais déménagé de la résidence en raison d'harcèlement à 4 heures du matin pour rendre mes biens personnels et face à une hostilité inacceptable. J'ai exigé une cessation et une abstention immédiate de toutes les rumeurs diffamatoires et de diffamation concernant mon caractère. Si les fausses accusations de vol continuaient, je serais obligé de retenir les conseils juridiques et de déposer une plainte civile pour diffamation. J'ai ajouté une note de bas de page très polie. Je n'ai aucun désir de transformer une affaire familiale privée en spectacle public, mais je ne permettrai pas que ma réputation professionnelle ou personnelle soit détruite malicieusement. Puis j'ai joint la vidéo. J'ai téléchargé le fichier brut, non édité. Pas de coupe, pas de musique TikTok sensationnelle, pas de superposition de textes sensationnels. J'ai juste flouté les photos de famille en arrière-plan pour éviter toute contre-allégation de violation de la vie privée. Le reste était intact, la boîte sur la table comptant les pièces d'or et moi disant clairement, je rends tout. Je ne garde absolument rien. J'ai appuyé sur poster et j'ai rangé mon téléphone dans un tiroir. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, non pas de panique, mais parce que je savais qu'une fois que les données brutes seraient dans le domaine public, manipuler le récit deviendrait mathématiquement impossible. Quiconque mentait était sur le point de faire une crise cardiaque, exactement comme prévu. En moins de 10 minutes, ma Apple Watch a commencé à vibrer de manière incontrôlable. Un collègue a commenté, sacré bordel. Alors c'est ça qui s'est passé. Une ancienne sœur de sororité m'a envoyé un message. Audrey, je suis tellement désolé. J'ai entendu la rumeur à Starbucks et je l'ai vraiment cru. Je me sens malade. Mais la réaction la plus assourdissante a été le silence du camp ennemi. Les commères du quartier qui avaient joyeusement attisé les flammes fantômes la plateforme. Chloé m'a appelé, absolument déchaînée d'excitation. As-tu largué la bombe nucléaire? Je l'ai fait. Sais-tu que la moitié du groupe Facebook du quartier est en train de supprimer furieusement ses commentaires en ce moment? Qui? J'ai demandé. Elle m'a envoyé une capture d'écran par SMS. La voisine qui avait été la plus virulente sur mon départ avec Laure avait paniqué et supprimé son message. Mais supprimer un message ne supprime pas un journal de serveur. La capture d'écran de Chloé était sauvegardée de manière permanente. J'ai conduit jusqu'à mon bureau. Avant même de pouvoir démarrer mes 2 écrans, mon téléphone a vibré. Caleb. Je l'ai ignoré. Laissé sonner. Je n'avais aucun désir d'entendre un autre. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Après le 3e appel manqué, un SMS est apparu. Audrey, retire ça. Ma mère fait une crise de panique. J'ai lu le message. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai ouvert mon application Voice Memo, j'ai appuyé sur enregistrer, et j'ai tapé exactement une phrase en retour. Je n'ai publié que la vérité. Si elle ne peut pas gérer les conséquences, elle n'aurait pas dû lancer le mensonge. Caleb a appelé immédiatement. Cette fois, j'ai répondu, en m'assurant que l'enregistrement d'écran était en cours. Ma voix était agressivement neutre. Parle. Es-tu folle?
Caleb a crié dans le combiné. Pourquoi as-tu posté ça? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à la réputation de ma famille? J'ai répondu froidement. Ce que j'ai fait à la réputation de ta famille ou ce que ta famille a essayé de faire à la mienne quand ils ont raconté à tout le code postal que j'étais une suspecte de larcin? Caleb s'est étouffé de rage pendant une seconde. Ma mère. Ça lui a juste échappé. Elle ne le pensait pas. J'ai laissé échapper un rire rauque. Si ça échappe à une personne, c'est une erreur. Si c'est diffusé dans toute la région de banlieue, c'est une campagne RP calculée. Pourquoi devrais-je croire un seul mot de ce que tu dis? Caleb n'avait pas de réponse. J'ai entendu sa respiration haletante, puis une baisse dramatique de volume. Que veux-tu? J'ai répondu comme un avocat exposant les termes. Je veux que la diffamation cesse immédiatement, et je veux une rétractation publique et des excuses. Des excuses? Ma mère n'a pas commis de crime, a-t-il crié avec indignation. Je l'ai interrompu. Si elle n'a rien fait de mal, pourquoi fait-elle une crise de panique à cause d'une vidéo non éditée? J'ai raccroché. J'ai réalisé que tenter de débattre de la logique avec quelqu'un qui n'opère qu'en fonction de l'apparence est une perte phénoménale d'heures facturables. Vers midi, mon téléphone a sonné avec un numéro local inconnu. La voix appartenait à un homme plus âgé. Il ressemblait à un ami de la famille. Audrey, c'est un vieil ami de Gary. Écoute, ma chérie, retire le poste. Les gens parlent beaucoup trop. Tu fais beaucoup de mal à la carrière de Caleb. Excusez-moi. Qui est-ce? Je suis un adulte qui essaie de médier. Retire-le et va leur parler. Les vraies familles règlent leurs problèmes à huis clos. J'ai repéré la tactique instantanément. Ils voulaient me ramener dans l'ombre où ils avaient l'avantage du terrain et pouvaient me harceler pour que je me soumette. J'ai répondu avec une précision chirurgicale. Je ne le retirerai pas. J'ai seulement publié des preuves empiriques pour stopper une campagne de diffamation. Si une médiation est nécessaire, elle sera menée avec mon avocat présent dans un cadre formel. L'homme s'est énervé. Une fille aussi têtue que toi aura beaucoup de mal à l'avenir. Je l'ai coupé net. Monsieur, ne menacez pas mon avenir. Je ne négocie pas mon intégrité contre votre confort. J'ai raccroché, exporté l'enregistrement, et l'ai envoyé à Marcus. Dans l'après-midi, la tournée d'excuses a commencé. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années sortaient du bois. Un cousin éloigné de Caleb m'a envoyé un message. Audrey, je suis tellement désolé. Brenda a appelé ma mère en pleurant et nous l'avons cru. Une vieille amie du lycée m'a envoyé un message. Fais toujours confiance au reçu. Bien joué. Même l'un des commères de l'application Nextdoor a envoyé un message à mon père. Je m'excuse, Arthur. J'ai commenté sans connaître les faits. C'est supprimé. J'ai lu les excuses sans un soupçon de triomphe. Je n'ai ressenti qu'une profonde lassitude, car un désolé tapé n'efface pas la réalisation terrifiante que j'ai failli être détruite pour le sport. Quand je suis rentré ce soir-là, mon père était assis à l'îlot de la cuisine, regardant mon post Facebook sur son iPad. Il ne se connecte pratiquement jamais, mais aujourd'hui, il avait audité tout le fil de commentaires. Tu as parfaitement exécuté cela, dit-il. Tu n'as insulté personne. Tu n'as pas juré. Tu as juste soumis la pièce à. Ma mère était toujours en train de faire les 100 pas, anxieuse. Si tu fais ça, ils t'en voudront pour toujours. Marcus a répondu depuis le réfrigérateur, attrapant une bière. Laisse-les. S'ils s'arrogent le droit de mentir, nous nous arroguons le droit de le révéler. J'ai hoché la tête. J'ai compris que la vérité a toujours une facture, mais je préférerais de loin payer cette facture que de financer une réputation contrefaite conçue par mes agresseurs. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était Brenda. Je ne voulais pas répondre, mais je savais que pour garantir une cessation et une abstention permanente, j'avais besoin qu'ils soient sur bande en train de creuser leur propre tombe. J'ai appuyé sur accepter et j'ai lancé l'enregistreur. La voix de Brenda tremblait, mais elle était toujours teintée de venin. Audrey, je ne savais pas que tu étais une sociopathe. Tu essaies de me donner une crise cardiaque? À cause de ton petit coup. Je ne peux même pas montrer mon visage à l'épicerie. J'ai maintenu mon calme professionnel. Je n'ai rien fait à votre cœur, maman.
Je me suis simplement défendu contre un mensonge coordonné. Retire-le, petite peste. Si tu ne le retires pas tout de suite, prépare-toi à ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive exactement? J'ai demandé, gardant ma voix plate. Elle a halté pour prendre l'air, puis a délivré une dose létale de malveillance. Tu crois que tes mains sont propres? Tu as dormi sous mon toit. Il suffit d'une rumeur de ma part pour ruiner absolument ta carrière d'entreprise. Je vais te détruire. Un frisson a parcouru mon corps. Pas de peur, mais de pur dégoût clinique. J'ai parlé lentement. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Cet appel est enregistré. À partir de cet instant, n'essayez plus de me contacter. J'ai raccroché. Mon cœur battait contre mes côtes comme un marteau-piqueur, mais mon esprit était hyperfocusé. Ils étaient passés des commérages de quartier à la menace explicite de ma carrière. Et quand quelqu'un a recours au chantage, c'est qu'il n'a plus de levier. Je me suis tourné vers mes parents. Ils continuent. Je pense que je dois porter plainte. Mon père a hoché la tête, ses yeux devenant froids et perçants. Fais-le, mais fais-le dans les règles. J'ai regardé par la fenêtre. La rue de banlieue était calme, mais en moi, le conflit avait évolué du drame familial à une responsabilité légale. Et je savais que le prochain mouvement que je ferais assurerait qu'il ne me sous-estime jamais plus. Car dans cette vie, certaines personnes n'apprennent les limites que lorsqu'elles leur sont remises sur un plateau de tribunal. Et j'avais été inscrite à ce cours intensif assez longtemps. Le lendemain matin, j'ai demandé une demi-journée de congé payé. J'ai envoyé un message concis à mon manager. J'ai une urgence familiale légale à régler. Il l'a approuvé immédiatement. Certaines choses commandent le respect sans avoir besoin d'explications. Marcus m'a conduite. Il a à peine parlé pendant tout le trajet. Il m'a juste donné un conseil. Quand nous entrerons, tu diras les faits. Rien d'autre. Si tu as la trace écrite, présente-la. Si c'est une émotion, avale-la. Cela ressemblait à un conseil d'un avocat de la défense, mais c'était juste un frère aîné s'assurant que sa sœur entrait dans le commissariat blindé. Je portais un élégant dossier noir accordéon. À l'intérieur, tout était organisé chronologiquement, comme mes dossiers d'entreprise. Une clé USB avec la vidéo du retour des bijoux, des captures d'écran imprimées des accusations Facebook et Nextdoor, les fichiers audio de la menace de chantage de Brenda, ma chronologie tapée, et une feuille de calcul des numéros de téléphone impliqués. Je ne me sentais pas comme si j'étais dramatique. Je me sentais comme si j'exécutais un protocole parce que si vous ne vous défendez pas dans le système, vous en devenez une victime. Nous sommes entrés dans le poste de police locale. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'étais pas familière avec le jargon juridique, mais entrer dans un poste pour déposer une plainte pour harcèlement et extorsion contre mes beaux-parents a un impact différent. J'ai ressenti un mélange toxique d'humiliation, de rage et de chagrin. Chagrin pour un mariage qui a à plat réagi sur la table d'opération avant même que l'encre ne soit sèche. Marcus m'a posé une main lourde sur l'épaule. Traite cela comme si tu soumettais un mémoire au RH. Garde ta fréquence cardiaque basse. J'ai hoché la tête. L'agent de permanence m'a appelé, a demandé ma pièce d'identité, et a demandé la nature de la plainte. J'ai expliqué avec une précision clinique. Pas de larmes, pas de voix tremblante, juste des données. La famille de mon mari a initié une campagne de harcèlement. Ils ont publié de fausses accusations de vol qualifiées concernant des bijoux, initié des campagnes de cyberharcèlement qui impactent mon standing professionnel. Et hier soir, j'ai reçu un appel téléphonique enregistré menaçant de saboter ma carrière d'entreprise si je ne me conformais pas à leur demande. L'agent a levé les yeux de son clavier. Avez-vous des preuves de cela? Oui, monsieur. C'est entièrement documenté. J'ai fait glisser le dossier sur le comptoir. Il a branché la clé USB, a regardé la vidéo, et a hoché la tête. Il a feuilleté les captures d'écran imprimées, demandant des clarifications sur les comptes d'utilisateurs. Quand il a mis un casque pour écouter l'enregistrement audio de Brenda menaçant ma carrière, il s'est arrêté. Il m'a regardé et a posé une question standard mais douloureuse. Ressentez-vous une menace crédible pour votre sécurité ou vos moyens de subsistance? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, oui, car la réputation professionnelle d'une femme n'est pas quelque chose que vous êtes autorisé à détenir en otage. L'agent a tapé rapidement,
a généré le rapport d'incident pour harcèlement par téléphone et cyberharcèlement, et m'a remis les papiers à signer. Ma main n'a pas tremblé. Étrangement, plus j'entrais dans la réalité stérile et bureaucratique de la loi, plus je me sentais calme. Ils n'avaient pas besoin de mes larmes ici. Ils avaient juste besoin de mes pièces à conviction. En sortant vers le parking, Marcus m'a donné une tape ferme sur le dos. Terminé. À partir de maintenant, même s'ils veulent continuer à jouer, l'État ne les laissera pas. Je n'ai pas ressenti une vague de victoire arrogante. Je me suis juste senti enfin plus dos au mur. Sur le chemin du retour, mon téléphone a retenti. Un SMS de Caleb. Cette fois, la syntaxe était complètement différente. C'était un bloc de texte. Désespéré et suppliant. Audrey, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ma mère est juste terrifiée. La police vient d'appeler mon père. Je la ferai s'excuser par écrit. S'il te plaît, abandonne le rapport. J'ai lu et je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai classée dans le cloud. Je me suis rappelé qu'à partir de ce jour, toute communication était une preuve de découverte. Quand je suis entré par la porte d'entrée, ma mère a demandé « Comment ça s'est passé ?» Le rapport est déposé. La police les a contactés. Nous serons probablement invités à faire une médiation formelle où ils pourraient faire face à des accusations de délit. Ma mère a laissé échapper une longue et lourde expiration. Mon père a hoché lentement la tête. Bon travail. À partir d'aujourd'hui, les larmes sont hors de question. Cet après-midi même, le téléphone fixe de la maison a sonné. C'était Caleb. Mon père l'a décroché. Je me tenais juste à côté de lui, écoutant tout l'échange. Monsieur Arthur, s'il vous plaît, dites à Audrey d'abandonner le rapport de police. Ma mère est en miettes, mon père a répondu avec un calme qui pouvait geler l'eau. Demandez à votre mère si, pendant qu'elle diffamait activement ma fille et menaçait sa carrière, elle a considéré les responsabilités légales de ses actions. Maintenant qu'il y a des conséquences, soudain elle trouve la religion. Caleb bégayait. C'était une erreur. Mon père l'a coupé. Erreur ou malice, peu importe. Tu dis à tes parents que s'ils veulent éviter une salle d'audience, ils le feront dans les règles. Une rétractation publique formelle et une cessation et une abstention permanente. Tu n'utilises pas un rapport de police avec des supplications. Il a raccroché le téléphone. Ce soir-là, Chloé m'a envoyé une mise à jour. Le quartier est en ruine. La voisine la plus bruyante a effacé son compte Facebook entier. Le profil de Brenda est verrouillé et Caleb a été vu faisant les 100 pas dans son allée, ayant l'air sur le point de vomir. Elle a ajouté un deuxième SMS. Tu vois, dès que la loi entre dans la discussion, le maison, mes règles bravades s'évaporent. J'ai lu les SMS sans sourire. J'ai juste pensé que parfois la vérité nécessite un saut d'état officiel avant que les gens ne soient prêts à l'avaler. Vers 21h, Brenda a essayé d'appeler mon portable à nouveau. Je l'ai ignoré. Je lui ai renvoyé un SMS. Toutes communications doivent passer par l'agent enquêteur ou le conseil juridique. Puis j'ai bloqué définitivement son numéro. Je savais qu'ils étaient dans la phase de panique. Ils allaient supplier, pleurer, et peut-être même essayer de m'intimider une dernière fois pour me faire retirer la plainte. Mais la peur avait disparu. J'avais franchi ce seuil au moment où ils avaient utilisé mon intégrité comme une arme. Avant d'aller dormir, j'ai ouvert mon document de chronologie. Il ressemblait à une feuille de route. Je savais que cette carte me mènerait directement à la ligne d'arrivée. Un endroit où la vérité était une question de dossier public et où les gens qui mentent font face à la facture. J'ai éteint la lampe de chevet. Dans l'obscurité, la vieille phrase a résonné à nouveau. Tu joues à des jeux stupides, tu gagnes des prix stupides. Brenda avait joué avec la diffamation. Maintenant, elle gagnerait un dossier de police. Caleb avait joué avec la lâcheté. Maintenant, il gagnerait un divorce. Et moi, j'avais seulement joué avec la vérité. Et je l'écrirai jusqu'à la fin. 2 jours après avoir déposé le rapport, Marcus m'a conduite à une séance de médiation prévue au poste de police du comté. Le poste propose cela comme une mesure de diversion pour les différents domestiques non violents afin d'éviter d'encombrer les tribunaux. En entrant dans le hall, j'ai vu mes beaux-parents assis sur les bancs d'attente. Brenda portait un gros pull sombre,
son visage totalement dépourvu de maquillage et semblait hagard, mais ses yeux balayaient encore défensivement. Gary était assis, les bras croisés, projetant une aura de profonde contrariété. Caleb était assis entre eux, la tête entre les genoux, rayonnant d'anxiété. Je suis entré et j'ai dit poliment. Bonjour. Je ne m'attendais pas à une réponse. Brenda m'a lancé un regard venimeux. Caleb a levé les yeux, ses yeux criant silencieusement, « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais j'ai rejeté la supplique. Je lui avais donné beaucoup trop de chance. Un officier de médiation, un détective à l'air sévère en polo et kaki, nous a appelés dans une salle de conférence stérile. Les néons étaient aveuglants. Il n'y avait pas de meubles en acajou, pas de public de quartier pour se produire, juste une table stratifiée et la loi. Le détective a vérifié l'identité de chacun, puis a tourné son attention vers mes beaux-parents. Êtes-vous au courant des allégations de harcèlement téléphonique et de diffamation cybernétique déposées par Audrey? Gary s'est penché en avant, adoptant une posture de dur à cuire. Nous savons pourquoi nous sommes ici, mais que le dossier indique que ma famille n'a diffamé personne. Elle est partie volontairement et a publié une vidéo pour nous humilier sur Internet. Le détective a noté quelque chose, imperturbable, puis s'est tourné vers moi. Audrey, énoncez brièvement la chronologie des événements. J'ai sorti ma chronologie imprimée et j'ai parlé comme si je présentais un rapport de résultats du 3e trimestre. Clair, dénué d'émotion. J'ai détaillé les demandes de 4 heures du matin, la remise des bijoux, la campagne de diffamation sur Facebook, et le message vocal menaçant mon emploi d'entreprise. Je n'ai pas utilisé de langage hyperbolique, juste des termes comme diffamation, perce, atteinte à la réputation, et menace d'extorsion. Le détective a pivoté vers Brenda. Madame, avez-vous exigé qu'Audrey vous remette ses biens à 4 heures du matin? Je lui ai juste dit que je les mettrais dans le coffre-fort. Elle a tordu mes mots et a fait une crise, a-t-elle nié frénétiquement. Avez-vous déclaré que les bijoux qui entrent dans cette maison appartiennent à cette maison? Brenda a bredouillé. Eh bien, j'ai dit ça pour expliquer comment fonctionne la famille, pas pour le voler. Le détective m'a regardé. Avez-vous les fichiers multimédia? J'ai fait glisser l'iPad sur la table. J'ai joué la vidéo du retour des bijoux, puis l'audio de la menace de chantage. Lorsque la vidéo a été diffusée montrant que je comptais méticuleusement 4 pièces d'or massif, le silence a régné dans la pièce. La vidéo montre clairement que la plaignante rend les biens en totalité, a déclaré le détective, imperturbable. Par conséquent, publier des déclarations selon lesquelles elle a commis un vol est factuellement faux. Comprenez-vous cela? Gary a regardé les carreaux du plafond. Le visage de Brenda s'est serré. Caleb a regardé ses chaussures. Le détective a continué. Êtes-vous conscient que publier de fausses déclarations accusant quelqu'un d'un crime ou menaçant de contacter son employeur pour ruiner sa carrière constitue un harcèlement criminel et une diffamation civile? Brenda a craqué. Elle a éclaté en sanglots bruyants et saccadés, un mélange de panique pure et de mortification. Détective, je suis une personne âgée. J'essayais juste de protéger mon fils. Cette fille est hors de contrôle. Elle nous a enregistrés dans notre propre maison. Le détective a ignoré la théâtralité et a regardé Caleb. Caleb, pouvez-vous confirmer pour le dossier que votre femme a rendu les bijoux? Ce fut le dernier clou dans le cercueil de leurs mensonges. La voix de Caleb s'est fissurée. Oui. Elle a tout rendu. Le détective a présenté l'ultimatum. Il s'agit d'une médiation de diversion. Si les défendeurs admettent leur faute, publient une rétractation et acceptent une ordonnance de non-communication, nous pouvons régler cela sans le référer au procureur de l'État pour des accusations de délit. C'était mon tour. J'ai pris la parole, exposant mes conditions exactement comme je le ferais pour barrer un contrat de fournisseur. Je n'ai aucun désir de prolonger cela. Mes conditions de règlement sont triples. Premièrement, une rétractation publique écrite publiée dans les mêmes groupes Facebook et Nextdoor où la diffamation a eu lieu. Deuxièmement, une convention de cessation et d'abstention et de non-communication signée et légalement contraignante. Troisièmement, un règlement financier symbolique pour couvrir les frais de consultation juridique et les heures de travail manquées que j'ai subies en raison de ce harcèlement. Gary a frappé sa main sur la table stratifiée. Règlement financier? Elle nous a humiliés et maintenant elle nous extorque de l'argent. J'ai soutenu son regard avec un sang-froid absolu.
Je ne demande pas un dédommagement pour m'enrichir. J'exige une restitution. Quand vous causez des dommages, vous payez la responsabilité. C'est un principe légal fondamental. Caleb m'a regardé, les yeux rougis. Audrey, s'il te plaît. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé mes yeux sur le détective. Je n'ai pas besoin d'excuses verbales. J'ai besoin d'un accord signé. À cet instant, Brenda s'est effondrée intérieurement. La matriarche dominante de banlieue avait disparu. Je vais signer. Je suis désolé, Audrey. Ma colère a eu le dessus. J'ai écouté ses excuses et je n'ai ressenti absolument aucune satisfaction. Ça avait juste le goût de cendre. Des excuses extraites sous la contrainte par le système judiciaire ne sont que de la conformité. Le détective a rédigé un accord de médiation standard décrivant les 3 conditions. Je l'ai signé sans un tremblement dans la main. Je savais que ma position était inébranlable. Gary l'a signé avec un visage de tonnerre. Brenda l'a signé d'une main tremblante. Caleb l'a signé comme s'il signait son propre arrêt de mort. En sortant vers le parking, Caleb a traîné derrière moi. Audrey, c'est fini maintenant. Tout ça, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti dans l'air glacial de Chicago, j'ai pris une profonde inspiration, et je me suis tourné vers lui. J'ai délivré la phrase qui a clôturé le compte définitivement. Caleb, notre mariage est mort à la seconde exacte où tu t'es tenu dans ce couloir et as dit, laisse juste maman les garder pour être plus en sécurité. J'ai juste passé la semaine dernière à nettoyer le déversement de matières dangereuses. Nous avons terminé. Je suis monté dans la voiture de Marcus et je n'ai pas regardé en arrière dans le rétroviseur. Mais si j'avais regardé, j'aurais vu Brenda affalée contre le mur de briques du poste de police. Gary debout à côté d'elle, dépouillé de toute son autorité fabriquée et Caleb échoué au milieu, fixant dans le vide l'asphalte. Je n'ai pas ricané de leur misère. J'ai juste réalisé que la justice n'est pas toujours un moment triomphal cinématographique. Parfois, c'est juste la vérité. Boulonnée sur une table stratifiée sous des lumières fluorescentes où personne ne peut plus la déformer. Dès le jour où l'encre a séché sur cet accord de médiation, j'ai cessé de me réveiller avec les pics d'adrénaline d'un animal traqué. Mais l'absence de panique n'équivalait pas à une paix immédiate. Les rumeurs sont comme la fumée de cigarettes. Même après avoir éteint le feu, la puanteur colle au tissu d'ameublement. Conformément à l'accord juridique, mes beaux-parents ont été contraints de manger leur chapeau sur les mêmes plateformes où ils avaient lancé leur campagne de diffamation. Ce mardi soir, Chloé m'a envoyé un énorme fichier de capture d'écran. La voisine la plus bruyante a posté dans le groupe Facebook du lotissement. Je veux émettre une rétractation publique. J'ai déclaré qu'Audrey avait volé des bijoux de mariage. C'était complètement faux. Elle a tout rendu. J'ai répété une rumeur sans fait et je m'excuse. Le fil de commentaires était un cimetière d'émojis embarrassés et de silence assourdissant. Puis est venue la capture d'écran du groupe de discussion de leur famille élargie. Brenda avait été obligée de taper « Je dois clarifier les choses ». Dans un moment de colère, j'ai répandu de fausses informations concernant Audrey. Elle n'a pas pris de bijoux. Elle a rendu tout l'or avant de partir. J'assume l'entière responsabilité et m'excuse pour le malentendu. J'ai lu la phrase dans un moment de colère et j'ai levé les yeux. Je savais que pour une femme dont toute l'identité était construite sur l'optique du voisinage, taper ces mots équivalait à amputer un membre. Le lendemain matin, Caleb a conduit jusqu'à la maison de mes parents et a remis à mon père un chèque de banque pour la restitution légale convenue. Il n'a même pas essayé de frapper à la porte. Il l'a juste remis dans l'allée. J'ai pris l'enveloppe de mon père plus tard dans la journée, non pas avec un sourire narquois, mais avec la sombre satisfaction d'une vérification finale. Je prends cela parce que c'est la responsabilité qu'ils ont encourue, ai-je dit à ma mère, la posant sur le comptoir. Pas parce que je pense que quelques grands achètent ma réputation. Je sais, ma chérie, dit-elle en remuant une casserole sur la cuisinière. Ton père et moi voulions juste que tu partes avec ta dignité intacte. Considère ce chèque comme les frais de scolarité qu'ils ont dû payer pour apprendre une dure leçon. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Caleb. Je l'avais débloqué uniquement pour des raisons logistiques concernant les formalités d'inscription. Sa voix était complètement dépouillée de son habituelle attitude défensive. Elle était juste creuse et désespérée. Audrey, je sais que j'ai échoué.
Je t'ai perdu, mais s'il te plaît, reviens. Ma mère a appris sa leçon. Elle a peur de toi maintenant. Elle ne te croisera plus jamais. Nous aurons notre propre appartement en ville. Exactement comme j'ai promis. Donne-moi juste une autre chance. J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir en granit. Tu me dis que ta mère a peur. Ma voix était une vaste étendue glaciale, ce qui signifie que la seule raison pour laquelle elle se comporte est la peur. La seconde où la peur s'estompera, elle recommencerait, n'est-ce pas? Caleb s'est étouffé. Il n'a pas pu formuler un mensonge assez vite. Puis, comme si sa programmation par défaut avait court-circuité, sa vraie nature a transpiré. Mais tu es allé trop loin, Audrey. Appeler les flics, nous entraîner dans une médiation, en faire un scandale légal. Parfois, une femme doit savoir faire des compromis. C'était ça. C'était le coup de grâce. La confirmation absolue qu'il n'avait rien appris. Faire des compromis pour qu'il puisse confisquer mes biens, mon autonomie et ma réputation. Ce n'est pas un compromis, Caleb. C'est une prise d'otage. Et tu veux savoir quelle est la tragédie? Tu prétends m'aimer. J'ai dit, ma voix tombant en murmure. Mais un amour qui exige que j'endure l'humiliation. Un amour qui a plus peur d'un groupe Facebook de quartier que de mon traumatisme. C'est un amour qui, avec tout le respect que je vous dois, je refuse absolument. J'ai raccroché. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine pendant un long moment. Je n'ai pas versé une seule larme. Je me suis juste senti comme si j'avais passé un nettoyeur haute pression sur mon âme, enlevant une couche de saleté qui m'étouffait sans que je m'en rende compte. Cet appel téléphonique était la vindication ultime. Caleb n'avait pas évolué. Il avait juste paniqué parce que les conséquences l'avaient rattrapé. Cette nuit-là, j'ai effectué 3 tâches administratives. J'ai bloqué définitivement le numéro de Caleb. J'ai bloqué Brenda sur toutes les plateformes, et j'ai initié le processus pour m'assurer que le certificat de mariage non déposé soit légalement annulé. Pour le week-end, mon père a coordonné le retour logistique des cadeaux de mariage restants. Chaque famille a repris ses propres blandés et batteurs sur socle. Pas de cris, pas de drame, juste une liquidation stérile d'actifs. Le vrai prix qu'ils ont payé n'était pas le chèque de banque. C'était leur monnaie sociale. La voisine commère a soudainement arrêté de se présenter aux réunions du conseil syndical. Gary a arrêté de tenir la cour au bar sportif local. Et Caleb. Caleb a subi la plus lourde perte. Il a perdu sa réputation de gars bien, solide. Le quartier murmurait qu'il était le gars qui avait laissé sa maman saouler sa femme hors de la maison en 48 heures. Pour un gars programmé pour se soucier de l'optique avant tout, perdre le respect de ses pairs était un diagnostic terminal. Je suis retourné à ma routine, me connectant à mes portails à distance, examinant les accords de non-divulgation d'entreprise, et passant les week-ends à cuisiner avec ma mère. Un dimanche, pendant que nous sortions un rôtre du four, elle m'a regardé et a dit, « Audrey, parfois dans la vie d'une femme, il faut être en titane. Pas pour écraser les autres, mais pour garantir qu'ils ne puissent pas t'écraser. » J'ai hoché la tête. J'ai réalisé qu'un mariage ne meurt pas à cause d'une seule dispute ou d'un coup bruyant à la porte d'une chambre. Il meurt de lâcheté. Il meurt de promesses creuses. Il meurt quand une famille regarde une belle fille et voit une bonne à tout faire avec un guichet automatique ambulant attaché. J'ai eu une immense chance que le bureau du greffier du comté soit fermé pour le week-end de Noël. J'ai pu m'extraire chirurgicalement sans entrer dans le purgatoire du tribunal de divorce. Parfois, un désastre absolu n'est que l'univers qui te réveille avant que tu ne signes un prêt hypothécaire de 30 ans sur un cauchemar. Et donc, je ferme ce dossier, non pas parce que j'ai effacé le souvenir, mais parce que je refuse de leur donner la juridiction d'affecter ma paix plus longtemps. La clause de responsabilité que je retiens de tout cela est simple. Dans la vie de famille, faites des compromis sur les choses triviales, ou mangez, quelle couleur peindre les murs pour garder la paix, mais jamais, en aucun cas, ne compromettez vos limites, votre indépendance financière ou votre honneur. Parce qu'à la seconde où vous négociez avec des terroristes, vous leur donnez les clés de votre vie pour toujours.